let's go. Qui me connaît déjà? Peut-être pas refaire la présentation 30 ans, mais Nicolas Galita, très très rapidement. À la base, moi, j'étais pas recruteur. J'ai été amené dans le monde du recrutement par hasard. Parce qu'en fait, j'étais dans le monde des startups et il se trouve que dans les startups, il y a un gros problème récurrent, c'est trouver des développeurs. C'est comme ça que j'ai été amené à monter un cabinet. Je vous passe les détails. Laurent Bourrois, qui est donc, je sais pas où d'ailleurs, qui est censé être le patron de cette boîte, m'a débauché chez Linkumans où je suis aujourd'hui. Donc Linkumans, c'est quoi? C'est une entreprise où on a tous et toutes été recruteurs plus ou moins longtemps, ou RH même plus ou moins longtemps. Et on avait tous la même frustration, c'est que il n'y avait pas d'école de recrutement. C'est-à-dire que vous avez des études de RH, où vous apprenez le droit social, etc., etc. Vous n'avez pas vraiment d'école de recrutement. Donc ce qui réunit vraiment tout ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de choses, on fait de l'événementiel, ce qu'on fait aujourd'hui. On a un article qui s'appelle, on a un blog qui s'appelle le blog de Linkumans, tout simplement. Ouais. Et on a 3 académies. Donc 3 académies, c'est quoi? C'est notre première version de l'école du recrutement. On a commencé à la faire avec ce produit qui est un produit où alors on n'aime pas le mot e-learning parce qu'on n'a jamais réussi, ni Laurent ni moi, à finir un e-learning de notre vie. Donc on a essayé de se dire comment faire un e-learning que nous on aurait pu finir. Comment on l'a fait? On s'est dit qu'on allait prendre tout notre contenu et le diviser en petites vidéos de 3 minutes maximum, et pour pouvoir s'adapter au rythme de chacun. Donc ça c'est le produit qu'on vend. Si vous voulez plus d'informations, venez voir Lucille qui est juste ici, qui est très très gentille. On est hébergé aujourd'hui pour la 4e fois par Talent.io, qui a la gentillesse de nous prêter les locaux. Très vite fait, Talent.io, c'est quoi? C'est une entreprise qui se dit qu'elle va disrupter, alors j'aime pas ce mot, mais qui va disrupter les cannes de recrutement dans le monde du développement. Donc comment on fait? Les développeurs, c'est des gens qui sont hyper sollicités. D'ailleurs, ça fait 3 ans que je dis ça, mais je l'ai vécu pour de vrai. Quelqu'un m'a fait la mauvaise blague de m'inscrire sur Monster en tant que développeur Java, et du coup, je suis harcelé de recruteurs. Donc si je vous réponds mal au téléphone, parce que je crois que vous voulez me recruter en développeur Java, vous le prenez pas mal. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vu qu'ils sont surharcelés, on va leur promettre une plateforme où ils sont pas spammés. Vous avez 10 à 15 jours, j'en ai plus le chiffre exact, mais entre 10 et 15 jours de sollicitation maximum quand vous vous inscrivez. De l'autre côté, les recruteurs, ils sont triés à l'entrée, donc je crois qu'il n'y a pas de SN, il n'y a pas de cabinet, que des clients finaux. On met les gens en relation à une sorte de mercato, les gens se positionnent et le développeur va où l'offre est la meilleure. Et en parallèle, c'est facturé 18% de salaire annuel brut, mais 1% par mois pendant 18 mois, ce qui est un peu différent par rapport au modèle de cabinet classique. Il se trouve que aussi ils recrutent beaucoup. Donc si vous voulez un poste, alors il y a 2 types de postes chez Talent.io. C'est un talent advocate, donc c'est des gens qui s'occupent côté développeur, et 2 client exécutifs, qui sont des gens du coup qui s'occupent de démarcher des clients. Et vous avez alors Apolline qui est juste ici. Si vous voulez en discuter avec elle, et par mail c'est Bérangère qui n'est pas là parce qu'elle est morte de la clim. Par curiosité, qui est déjà venu au réveil? Quand même beaucoup de nouveaux. Alors si je réexplique, et qui est recruteur à plein temps? Ok. Si je réexplique le concept, en gros, le réveil du recrutement, l'idée, c'est de faire un événement sans langue de bois, inspirationnel, parce qu'en fait, on s'ennuyait beaucoup, nous, à plein d'événements de recrutement, donc on s'est dit qu'on allait faire nos événements et qu'on allait pas s'ennuyer. Au pire, vous vous ennuyez, moi, je m'ennuie pas. Et l'idée, c'est que, par contre, on fait vraiment de l'inspirationnel. Donc, il y aura pas de contenu très opérationnel. Je sais que les gens, des fois, me demandent, ouais, on veut du contenu opérationnel. Contenu opérationnel, ben, on vend 3 académies pour ça. Donc si vous voulez du contenu peut-être un peu plus éducatif, plus concret, on a un programme qui s'appelle Une saveur de recrutement par jour. Donc si vous tapez dans Google Une saveur de recrutement par jour, qui a fait ce programme d'ailleurs? Qui a déjà fait? Un tiers de la salle. Vous tapez Une saveur de recrutement par jour et tous les matins à 9h pendant 28 jours vous avez une surprise. Donc ça va de la question bête du mercredi au template du mardi, au fond d'écran du samedi. Voilà, on essaye d'abreuver de contenu. Et si je commence sur mon sujet, donc qui est le recrutement mérite une école, je suis retombé récemment sur un post de Laurent, en tapant d'ailleurs le rêve de Laurent Bourrois. Quand vous tapez dans Google le rêve de Laurent Bourrois, vous arrivez sur son ancien blog. Alors j'ai pas mis l'adresse de son blog parce qu'il va me tuer si je fais ça, mais ça c'est son ancien blog. Et il disait justement dans un post qu'il rêvait d'une formation pour les RH, mais à l'époque il disait encore RH, et que son rêve ultime c'est de créer une école. Donc on va essayer de réaliser le rêve de Laurent tous ensemble. Premièrement, pourquoi on se dit qu'il y a vraiment besoin d'une école? C'est ce que je vous ai dit pour ceux et celles qui étaient là au premier réveil du recrutement, c'est qu'il y a une grande confusion, une grande guerre idéologique entre les RH et le recrutement.
D'accord? Donc quand vous parlez aux gens, d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que à l'externe, pour la plupart des gens, quand vous leur dites un RH, ils pensent à un recruteur. Et à l'interne, c'est l'inverse, il y a plutôt une hiérarchie dans l'autre sens. Ma conviction, moi, c'est que les RH sont généralement de très mauvais recruteurs. Je vais me fâcher avec plein de gens en disant ça, mais les RH font plus souvent de mauvais recruteurs. Et vice versa d'ailleurs. Les recruteurs font souvent de très mauvais RH. Moi, je serais impossible à gérer un RH. J'arrive déjà pas à déclarer mes impôts à l'heure. J'ai encore raté la date, là, il y a 4 jours. Mais j'arriverai pas à gérer tout ce qui est administratif, etc. Donc qu'est-ce que je mets dans RH? Je mets dans RH la gestion de la paye, je mets dans RH tout ce qui est... En fait, faudrait séparer en ce qu'on disait la dernière fois, en deux fonctions. Donc la fonction plus ou moins administrative et gestion, et la fonction plus talent. Donc la fonction talent, tu mets quoi? Tu mets recrutement, formation, grosso modo. Oui, oui, malheureusement, le recrutement est colonisé par les RH. Ouais. Je suis d'accord. Je parle des RH généralistes, ceux qui font pas recruteur à plein temps. Mais je te laisserai regarder la première vidéo, on raconte ça pendant de long en large, on s'est même fait taper dessus à cause de ça, mais voilà, ça c'est notre vraie conviction. D'ailleurs, il y a un article de la Harvard Business Review qui dit un peu ça, qui s'appelle Why HR Sucks at Recruiting. Pourquoi les RH sont nuls en recrutement, je vous invite à aller le consulter. Et malheureusement, le constat, c'est qu'on est en train de perdre la guerre idéologique, c'est que quand vous allez en école, je suis toujours sidéré par à quel point le recrutement est évoqué de manière hyper négative. Je raconte toujours la même anecdote, mais moi je donne des cours du coup dans une école de RH. J'avais croisé une prof dans l'ascenseur, et donc quand vous croisez des gens dans l'ascenseur, vous êtes obligé de leur parler, malheureusement. Donc je lui ai parlé, j'ai fait semblant de m'intéresser à ce qu'elle faisait, et elle me disait qu'elle était professeure, je crois, sur la partie formation. Et elle me demande, et vous faites quoi? Je lui ai dit, bah moi je suis prof de recrutement. Elle dit, ah, le recrutement c'est une toute petite partie des RH. Vous voyez, il y a vraiment cette dimension un peu méprisante, alors pas tout le monde, heureusement, mais sur le fait que quand vous êtes petit, vous faites du recrutement, et si vous grandissez un jour, vous serez peut-être un RH. Ça, là je caricature, hein, je vais vite, mais c'est la hiérarchie implicite. Et comme ça suffisait pas, on a réussi nous à se créer une catégorie encore implicite, c'est le sourcing. Donc le sourcing, c'est le bizutage pour les stagiaires. Et quand vous êtes grand, bah, vous devenez recruteur et après vous devenez RH. La hiérarchie, en plus, au-delà de la blague, elle se reflète aussi dans les salaires. Parce que malheureusement, si un métier n'est pas valorisé, vous le voyez dans les salaires. Je t'ai regardé là sur une étude de Hayes sur les salaires dans toutes les fonctions ressources humaines. Donc ils ont analysé 40 métiers des RH et le chargé de recrutement arrive avant-dernier sur 40. Et les derniers, c'est insertion professionnelle, donc chargé d'insertion professionnelle, et assistant paix. Et ça, c'est à sortie d'école. Et quand vous allez à 8 ans après, donc expérimenter, on gagne 2 places. Donc on est avant-dernier. 36e. Donc voilà, cette hiérarchie, elle se reflète là-dedans. Si vous voulez d'ailleurs plus de données, Laurent a fait un article qui s'appelait le salaire dans le recrutement. Si vous tapez salaire dans le recrutement Linkuman, vous le retrouverez. Et donc manque de valorisation. Le manque de valorisation, il vient aussi du fait qu'au final, les gens comprennent pas ce que c'est le métier. Et quand on comprend pas ce qu'est un métier, forcément on le valorise pas. Quand vous parlez à des gens, la plupart des gens s'imaginent que le métier c'est du post and pray, qu'on met des annonces, qu'on attend. Voilà, ils font une idée qui est très fausse du métier. Et c'est très classique. Je vous ai mis une vidéo là, j'espère que ça va marcher, sur l'effet expert face à des gens qui comprennent pas ce qu'il fait. Our company has a new strategic initiative to increase market penetration, maximize brand loyalty, and enhance intangible assets. In pursuit of these objectives, we've started a new project for which we require 7 red lines. I understand your company can help us in this matter. Of course. Walter here will be the project manager. Walter, we can do this, can't we? Yes, of course. Anderson here is our expert in all matters related to the drawing of red lines. We've brought him along today to share his professional opinion. Nice to meet you. Well, you all know me. This is Justine, our company's design specialist. Hello. We need you to draw 7 red lines, all of them strictly perpendicular. Some with green ink and some with transparent. Can you do that? No, I'm afraid... Let's not rush into any hasty answers, Anderson. The task has been set and needs to be carried out. At the end of the day, you are an expert. The term red line implies the color of the line to be red. To draw a red line with green ink is
Well, if it's not exactly impossible, it's pretty close to being impossible. What does that even mean? Impossible. I mean, it is possible there are some people, say, suffering from color blindness, for whom the color of the lines doesn't really make a difference. But I'm quite sure that the target audience of your project doesn't consist solely of such people. So in principle, this is possible. I'll simplify. A line as such can be drawn with absolutely any ink, but if you want to get a red line, you need to use red ink. What if we draw them with blue ink? It still won't work. If you use blue ink, you'll get blue lines. And what exactly did you mean when you talked about the transparent ink? How to better explain? I'm sure you know what transparent means. Yes, I do. And what a red line means. I hope I don't need to explain to you. Of course not. But you need to draw a red line with transparent ink. Could you describe what you imagine the end result would look like? Come on, Anderson, what have we got here? Kindergarten? No, I'm just trying to get... Let's not waste our time with these unproductive quarrels. The task has been set, the task is plain and clear. Now, if you have any specific questions, then go ahead. You're the expert here. All right, let's leave aside the color for the moment. You had something there also relating to perpendicularity. 7 lines, all strictly perpendicular. To what? To everything amongst themselves. I assumed you know what perpendicular lines are like. Of course he does. He's an expert. 2 lines can be perpendicular. All 7 can't be simultaneously perpendicular to each other. I'll show you. This is a line, right? Yes. And another, is it perpendicular to the first line? Well, Yes, it is perpendicular. exactly. Wait, I'm not done. And a third one, is it perpendicular to the first line? Yes, it is. But it doesn't cross the second line. They're both parallel. Not perpendicular. Oh, suppose so. There it is. 2 lines can be perpendicular. Can I have the pen? How about this? This is a triangle. It's definitely not perpendicular lines. And there are 3, not 7. Why are they blue? Indeed, I wanted to ask that myself. I have a blue pen with me. This was just a demonstration. That's the problem. Your lines are blue. Draw them with red ink. It won't solve the problem. Well, how do you know before you've tried? Let's draw them with red ink, then let's see. I don't have a red pen with me, but I'm completely certain that with red ink, the result will still be the same. Didn't you tell us earlier that you could only draw red lines with red ink? In fact, yes, I've written that down here. And now you want to draw them with blue ink. Do you want us to call these red lines? I think I understand. You're not talking about the color now, right? You're talking about that what do you call it? Perpendicularity, yes! That's it. Now you've confused everyone. So what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore it. We have a task. 7 red lines. It's not 20, it's just 7. Anderson, I understand you're a specialist of a narrow field. You don't see the overall picture. But surely it's not a difficult task to draw some 7 lines. Exactly. Suggest a solution. Et donc ça ressemble à pas mal de dialogues qu'on a avec les gens. Laurent a écrit un article récemment sur la mort du téléphone dans le recrutement. Et moi j'ai beaucoup de recruteurs qui me font ce retour d'avoir de patrons qui comprennent pas pourquoi le téléphone ne marche pas dans leur cas et qui sont bloqués et absolument figés sur le fait de dire non, tu dois faire du téléphone. Donc ce genre de discussion est classique dès que vous avez des gens qui comprennent pas le métier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens, quand ils imaginent un recruteur, ils imaginent quelqu'un qui s'assied sur une chaise, qui appuie sur un bouton, qui poste une annonce, qui attend, qui prie, qui a des CV et qui les trie. La plupart des gens, quand ils imaginent un recruteur, ils imaginent ça. Du coup, ils vont pas voir forcément la difficulté. Ça a l'air d'être un métier, du coup, accessible à n'importe qui, puisque tout le monde peut appuyer sur un bouton. Sachant qu'en plus, les annonces sont souvent copiées-collées, donc ça a l'air encore plus facile. Et souvent, vous avez l'autre grosse confusion, c'est que les gens oublient le sourcing.
J'ai énormément de gens que quand ils pensent au recrutement, ils pensent à tout sauf le sourcing. En ayant dit qu'il n'y avait pas de formation au recrutement, il y a quelqu'un qui s'est fâché en disant oui, si, moi j'en ai déjà fait une qui existe déjà depuis 15 ans, et par contre il n'y a pas de sourcing dedans. Je dis du coup c'est pas de formation au recrutement, enfin qu'est-ce que tu enseignes dedans? Et les gens en fait quand ils pensent recrutement, ils pensent à l'entretien. D'ailleurs la prof que j'avais croisée dans l'école, quand elle avait voulu me poser des questions, elle me posait des questions directement sur l'évaluation, sur l'entretien. Les gens n'imaginent que l'entretien. Et c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui pensent au recrutement comme étant que ça. C'est comme si un détective vous disait qu'il faisait que l'interrogatoire et pas l'enquête qu'il y avait avant. Ou alors un footballeur qui vous dit je me mets juste devant le but, j'attends et je fais pas les pas, je fais pas les dribbles, je défends pas. Il y en a comme ça, mais en général ils se vantent pas. Pareil, un artiste qui écrit pas ses textes, en général les gens s'en vantent pas. Et c'est marrant, dans le recrutement, les gens se vantent de pas faire de sourcing. Ce qui est très paradoxal, parce que le sourcing au final conditionne entièrement la valeur ajoutée du recrutement. C'est-à-dire que si jamais je vous demande de me recruter 3 comptables, si jamais votre sourcing, vous sourcez les 3 meilleurs de la région, peu importe l'entretien, à la fin, vous aurez les 3 meilleurs. Si jamais je vous source les 3 pires, peu importe votre talent en entretien, à la fin, vous aurez les 3 pires. Si vous êtes bon, vous n'en recrutez pas. Donc du coup, c'est une des grosses... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé. Hein. Quand Laurent a commencé à prendre la parole sur le sujet, c'était le sourcing est stratégique. Donc on a commencé, nous, notre prise de parole par le sourcing. On a fini aussi par être pris au piège de notre propre slogan. À la base, quand on a trouvé le recrutement mérite son école, chercher un moyen de galvaniser les gens. J'aime bien galvaniser les gens. Et donc on a sorti ce slogan. Et ce qui est marrant, c'est que les gens sont venus nous dire mais oui, c'est top, il faudrait qu'on fasse une école au sens strict. Parce que nous, quand on disait ça, on pensait à 3 académies, mais les gens nous ont dit non, il nous faut une école au sens strict. Donc on a commencé à le prendre vraiment au pied de la lettre. On est en train d'ailleurs on visite demain, je crois, demain soir des locaux pour l'école. Donc ouais, on est vraiment motivés. Parce qu'au final, tout commence par là, tout commence par l'éducation. Tant que vous n'avez pas l'éducation, vous avez un problème. Et l'éducation, en fait, ça a été un peu une révélation pour nous. Cette phrase du recrutement qui mérite son école, elle nous a permis de nous découvrir nous-mêmes. Quand je raconte l'histoire de Linkuman, je fais l'inverse. Je dis ouais, on pensait que le recrutement mérite une école, et bon, c'est pas vrai. En fait, on a tâtonné, et ça fait 6 mois qu'on dit qu'on mérite une école. Mais le fait de formuler comme ça, on a enfin vu le vrai lien entre tout ce qu'on faisait et la vraie raison pour laquelle on se lève le matin. On avait engagé il y a 1 an un consultant d'une grande boîte pour nous dire qui on était, et il a fini par nous dire qu'on était des gens très passionnés. Voilà, c'était la conclusion de la culture de Linkumans, des gens passionnés. Je pense que ouais, le vrai cœur de ce qu'on fait, c'est qu'on est tous des gens qui sommes passionnés par l'éducation et on aimerait monter une école. Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre école, vous avez résolu votre problème de valorisation. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à valoriser ce qui est à une école, ce qui est théorisé. D'ailleurs, c'est comme ça que vous gagnez le respect. Quand vous regardez bien, il y a des théories type... Imaginez demain quelqu'un viendrait vers vous en vous disant voilà, il y a un truc génial, ça s'appelle l'inconscient. Ça marche même quand on n'est pas conscient. Ça explique que voilà, quand tu étais petite, tu voulais coucher avec ta mère et tuer ton père. C'est pour ça que tu as des problèmes maintenant dans la vie. Si on vous disait ça maintenant comme ça en théorie, vous trouveriez ça ridicule. Aussi ridicule que c'est d'ailleurs. Bref, pas partir sur la psychanalyse. Il se trouve que il y a quelqu'un qui a théorisé le truc et ça a l'air normal puisqu'il y a un siècle de théorie derrière. Donc vous voyez, quand un truc est théorisé, on peut vendre même des conneries d'ailleurs quand c'est théorisé. Exemple de conneries qu'on vend, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie des 55-33-7. On vous dit qu'il y a 55% de la communication qui passe par le non-verbal, etc. C'est idiot. Et que 7% qui passe par le verbal. C'est complètement stupide. Essayez de faire une conférence qu'en mime et vous verrez que c'est stupide. Pareil, le haute mythe très connu, les 10% du cerveau qu'on utiliserait. Si vous pensez vraiment qu'on utilise que 10% du cerveau, enlevez la moitié de votre cerveau et vous voyez ce qui se passe. Donc voilà, c'est triste à dire, mais ce qui est théorisé est généralement respecté. Alors on va essayer de théoriser des choses intéressantes. Et l'autre problème quand vous n'avez pas de théorie, vous n'avez pas d'école, c'est que la médiocrité est virale par définition. D'accord, la médiocrité se répand. Et c'est marrant, à chaque fois que je vais chez un client et qu'on travaille les annonces, le premier truc que je leur fais faire, c'est que je leur fais lire leurs propres annonces. Et ils me disent ouais, c'est nul. Je dis pourquoi vous les changez pas? C'est-à-dire qu'ils en ont conscience. Il y a des sujets où les gens n'en ont pas conscience. Par exemple, sur les messages d'approche, quand on enseigne l'approche des gens n'en ont pas conscience. Par contre, les annonces, il suffit de faire lire n'importe quelle annonce à un recruteur et ils voient que c'est nul. Et pourtant, ils les répètent et ils les font. C'est ce que j'appelle l'effet de mégot de cigarette. Il y a plein de mégots par terre, du coup on jette des mégots par terre. Alors c'est très bizarre de jeter un mégot par terre. Les seuls gens qui jettent des trucs par terre à ce point-là, c'est les fumeurs. Vous voyez jamais quelqu'un jeter, je sais pas, des bouteilles, des mouchoirs comme ça à ce point-là. Donc la médiocrité se viralise et en plus en général elle prend l'excuse de c'est classique. Souvent les gens écrivent des annonces pourries et me disent c'est une annonce classique.
Je leur dis mais non, c'est pas classique, c'est juste chiant. C'est juste bateau. La musique de Mozart, elle est classique, mais ça, c'est pas une annonce classique. Donc, justement, pour qu'il y ait un classique, il faut qu'il y ait une théorie derrière. L'autre gros impact de l'école, c'est qu'au fait, vous prenez du plaisir. Nous, on pense que... Ça me fait rigoler parce que les gens me disent souvent quand ils viennent en formation, ils prennent du plaisir. Je vois pas d'autre manière d'enseigner que de le faire avec du plaisir. C'est la seule manière pour que les gens puissent retenir. Premièrement, parce qu'en fait, plus vous allez toucher au fond de la discipline, et plus ça va être agréable de faire votre discipline. Typiquement, au début, quand vous apprenez à conduire, c'est très désagréable de conduire. J'ai essayé d'avoir le permis à une époque, c'était horrible les premières fois. Et après, une fois que vous avez appris, c'est plus intéressant. De la même manière que c'est très très ennuyeux et très très déprimant de faire des annonces comme elles sont faites actuellement. Ou de faire des messages d'approche comme ils sont faits actuellement. Même faire du sourcing. La plupart des gens, leur sourcing c'est quoi? Ils se connectent à Monster et John Job, ils regardent les CV, ils les lisent pas, ils passent un coup de téléphone. Évidemment que c'est pas intéressant. Donc l'idée, c'est que la mauvaise presse que le sourcing a, elle vient aussi du fait que beaucoup de gens n'ont jamais en fait essayé théoriquement. Ils connaissent que le truc en surface. Et donc, j'en suis venu à lire beaucoup sur si on voulait faire une école, quelles étaient les théories qui circulaient, parce qu'au final, je me suis jamais formé moi à enseigner. J'ai eu la méthode Laurent Brois qui m'a formé pendant une demi-heure et il m'a lâché dans la fosse. Mais au final, j'ai jamais eu de formation concrète sur la pédagogie, sur l'éducation. Donc j'ai essayé de me renseigner pendant mes vacances. J'en suis venu avec quatre points qui m'ont frappé. Le premier, c'est que vous avez une guerre. Vous avez une guerre entre le didactique et l'empirique, qui est une guerre qui est d'ailleurs vieille comme le monde, qui est entre la théorie et la pratique. Vous avez toujours ce débat entre la théorie et pratique. D'ailleurs, en ce moment, les gens qui sont du côté de du pratique ont plutôt la côte. Quand vous regardez, donc ça c'est le TED. Tout le monde connaît TED? Les conférences TED? Si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder. La conférence TED la plus vue, c'est celle-ci, et donc ça parle justement d'école et ça explique voilà qu'on fait trop de théorie, qu'il faudrait pratiquer. Alors ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, si jamais vous pratiquez pas dans un cours et que vous faites juste un cours magistral, les gens retiennent à peine 5% de ce qu'ils ont entendu. Et donc effectivement, la pratique permet d'ancrer la connaissance, mais c'est quand même plus compliqué que ça. La pratique, comme la théorie, a ses désavantages. Premier désavantage, c'est que en fait, faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui prônent l'apprentissage par projet, d'accord, qui a des avantages, mais qui a le gros inconvénient que la pratique d'un métier et l'apprentissage d'un métier, c'est deux choses très différentes. Je m'explique. Si vous faites du foot, par exemple, vous allez avoir des entraînements de tir au but. Pendant 2 heures, vous allez faire que des tirs au but. Pourquoi? Parce que si jamais vous jouez au foot pendant 30 ans, vous allez avoir à peine 20 tirs au but dans votre carrière, donc vous n'avez pas le temps de les perfectionner. Donc qu'est-ce qu'on fait? À l'entraînement, on pratique que les tirs au but. Et c'est pareil, quand on fait des formations, on commence pas par dire aux gens, voilà, vous avez une annonce, allez recruter. On commence par leur faire des exercices de recherche d'emails. Donc on passe une demi-heure, faites que chercher des emails, que ça, un peu comme les pompes, vous voyez. Donc la pratique, forcément, elle doit être orientée et délibérée. Parce que sinon, et ça c'est le gros danger quand on commence à connaître une matière, c'est qu'on oublie le regard du débutant. N'importe quel détail peut faire échouer un débutant. Et à chaque fois je suis sidéré, ça peut même être un espace. Des fois je donne des cours et il manque un espace, enfin ils comprennent pas qu'il y avait un espace dans le truc et ça échoue. Moi je me rappelle les premières fois que je suis arrivé dans le métro. Chez mon oncle, il habitait en bout de ligne. Donc en bout de ligne, du coup, il y a qu'un seul sens. Donc je comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc pendant 3-4 jours, j'ai pris le métro au hasard. Donc on me disait ligne 3, ligne 4, je prenais ligne 3, ligne 4 et je rentrais au hasard sans comprendre le sens. Il a fallu qu'un jour je me pose et que je comprenne. Pareil, la première fois que j'ai pris le train, vu que à l'époque j'avais plus pris l'avion que le train, parce que j'habite en Guadeloupe, je pensais que c'était comme dans l'avion. Vous savez, l'avion, vous avez une place qui est attribuée. Si je suis au 47A, c'est le 47A, il y en a qu'une seule. Et donc qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé ici? J'avais pas compris l'histoire des voitures. Je voyais bien ma marqué voiture 18, mais il y avait juste des 1 et des 2, je comprenais pas ce que c'était. Je me suis assis à la place, je crois, 42. Le contrôleur arrivait en me disant, vous êtes en première classe. J'ai dit, non, je suis à ma place 42. Elle a dû me prendre pour un fou, il m'a renvoyé dans ma voiture. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, un détail peut faire échouer un débutant. Et donc l'autre école, c'est l'école de la théorie, l'école didactique, qui en général est très critiquée. La plupart des gens sont plutôt du camp de la pratique en ce moment. Les critiques les plus communes, c'est ça sert à quoi d'accumuler des connaissances? Et on vous dit mais pourquoi j'étais à l'école? Pourquoi j'ai appris la date de la bataille de Marignan? Qui se rappelle d'ailleurs de la bataille de Marignan? Quelqu'un? 15-15, voilà, ça a marqué une génération. Et on se demande à quoi ça sert d'apprendre Marignan?
Mais en fait, c'est du sophisme, c'est une question très très biaisée. En fait, vous posez la question en ces termes-là, ce serait comme vous demander à quoi sert d'apprendre juste 4 x 4 égale 16. Effectivement, si vous connaissez juste 4 x 4 égale 16, c'est débile. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la grande image et de connaître tout l'état de multiplication. C'est pareil. Savoir se repérer dans l'histoire, ça peut avoir un intérêt. Et l'autre grand intérêt d'enseigner la théorie, c'est que la plupart des choses sont contre-intuitives. C'est-à-dire que il a fallu attendre le 15e siècle, je crois, 15e, 16, 17, 17e siècle, non, 17e siècle pour que Newton découvre la théorie de la gravité. Je sais, c'est pas Newton, mais il n'y avait pas Newton sur la banque d'images gratuite. Donc pour que Newton découvre la gravité, et pourtant, on l'apprend à des gens en 3e, voilà, en seconde. Vous voyez, des siècles pour le découvrir, juste un cours de physique. Donc le fait est que la plupart des découvertes sont contre-intuitives, et par contre, l'enseignement peut être aisé. Pareil, découvrir en pratiquant, vous pouvez pratiquer pendant 100 ans, pendant 1000 ans, d'ailleurs, il y a des gens qui pratiquent le recrutement pendant des années, et pendant 15 ans, écrivent des annonces pourries. Donc on peut vraiment pratiquer n'importe quoi. L'autre critique en général sur le modèle théorie, c'est de se dire que la plupart des connaissances deviennent obsolètes. Et que depuis le 21e siècle, vu qu'il y a beaucoup plus d'infos qui sont produites, les choses deviennent obsolètes. Là où c'est très vicieux comme argument, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. C'est justement le fondateur de Wikipédia, alors qui est pas un technophobe, hein. Donc le fondateur de Wikipédia disait à une phrase qui m'a frappé, c'est les compétences spécifiques pour le monde du travail étaient et sont encore largement apprises sur le tas. Donc qu'est-ce qui aurait été mieux en 1985 quand j'avais 17 ans, qu'on m'explique WordPerfect et Basic ou l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, ça n'existe plus WordPerfect et Basic. Donc vous voyez, le gros piège, c'est qu'en fait, la plupart des connaissances, en fait, elles ont été testées pendant des milliers d'années, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Typiquement, il y a de grandes chances que LinkedIn disparaisse avant l'alphabet, qui est là depuis 5000 ans. Donc en général, c'est plutôt bonne nouvelle qu'une connaissance soit là depuis longtemps. Et pareil, l'alphabet, c'est pas intuitif, faut l'apprendre. Faut l'enseigner. On est obligé de l'enseigner par la connaissance. D'ailleurs, souvent, les tenants de la première école vous disent oui, mais regardez, on n'apprend pas aux enfants formellement à parler, et ils parlent tout seuls pourtant. Oui, par contre, on leur apprend l'alphabet, on leur apprend l'orthographe, on apprend tout le reste. Effectivement, apprendre à parler, c'est naturel, pas le reste. Et le dernier argument qui est le plus vicieux, le plus chafouin, c'est il suffit de chercher les choses sur Google. J'ai mis énormément de temps avant de comprendre pourquoi. Je comprenais pas, parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que mon métier consiste à aller chercher sur Google à la place des gens. Et vraiment, des fois, juste, on me pose une question, je vais sur Google et je réponds aux gens. Et je me suis toujours demandé pourquoi les gens n'arrivaient pas à chercher sur Google. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent et des gens qui n'y arrivent pas? Alors, l'énigme a été résolue dans un livre qui s'appelle Les 7 mythes sur l'éducation, que j'ai lu. Et elle expliquait ça. Elle expliquait en fait, vous avez 2 mémoires. D'accord, il y a 2 grands types de mémoire, la mémoire de travail et la mémoire de long terme. Par exemple, qui ici arrive à faire 46 x 5? Combien? Aucune idée, je n'ai pas regardé avant. Par contre, si je vous demande ça va être plus compliqué. Pourtant, en termes de complexité, c'est pas plus complexe. Pourquoi on est submergé par ça? Parce que comment fonctionne le cerveau? Vous avez une mémoire de travail qui peut contenir au maximum entre 3 et 7 objets. D'accord? Donc ça veut dire que la première fois, 46 x 5, vous posez des retenues, vous revenez, vous avez 2-3 trucs à retenir, à réutiliser pour des résultats intermédiaires à réutiliser dans la suite. Par contre, dans l'autre, vous avez beaucoup plus que 7 résultats intermédiaires à retenir. Et donc, votre mémoire est submergée. Et c'est comme ça à chaque fois, en fait. Et c'est ce qu'on oublie quand on n'est pas un débutant, c'est que, en fait, on peut contourner la limitation de cette mémoire-là. Comment on la contourne? Grâce à la mémoire du long terme. Parce que la mémoire de long terme, elle, peut stocker des milliers et des milliers d'éléments. Donc si vous avez déjà un truc qui est stocké en mémoire long terme, vous n'avez pas besoin de faire travailler votre mémoire de travail. Exemple, si jamais je vous demande de retenir ça, cette suite de chiffres, qui peut me la ressortir? Quelqu'un? Très doué en mémoire? Personne? Par contre, si je vous demande de retenir ça, il y a exactement le même nombre de caractères. A priori, j'espère pour vous que tout le monde peut la ressortir.
Pourquoi? Parce que là, d'un coup, ça veut dire quelque chose, et en fait, dans votre mémoire à long terme, vous avez déjà intégré le mot le mot chat, le mot est, le mot mort, le mot hier. Alors si j'avais mis l'être dans n'importe quel sens, ça aurait pas marché. Mais là, vous avez les mots qui sont déjà stockés dans la mémoire de long terme. Vous êtes plus submergé, contrairement à là où vous sentez direct la submersion de votre mémoire de travail. Et c'est pour ça que les débutants galèrent. C'est pour ça que rappelez-vous, ceux qui ont des enfants, ils ont du mal avant de faire. 46 x 5, c'est compliqué pour un enfant, parce qu'il n'a pas de table de multiplication. Si vous connaissez pas votre table de multiplication, c'est plus compliqué. Si jamais je vous explique juste que c'est la multiplication, il faudra que vous fassiez 46, plus 46, plus 46, plus 46, plus 46 pour le trouver. Vous allez finir par y arriver, mais c'est plus compliqué. Donc les débutants, en général, sont submergés, et du coup, Google suffit pas. Dire que ça sert à rien d'apprendre les choses parce que les enfants ou les étudiants, il leur suffit d'aller chercher sur Google, c'est aussi débile que de dire que ça sert à rien d'apprendre les mots, il y a un dictionnaire. Vous allez regarder dans le dico. Je vois que vous avez un problème, vous allez dans le dico. Et en fait, l'autre chose qu'elle raconte dans ce livre, c'est qu'ils avaient fait l'expérience justement de faire lire des textes à des enfants. Et il disait que si les enfants connaissent pas au moins 95% des mots d'un texte, ils commencent à pas comprendre le texte, à faire des contresens. D'ailleurs, lisez n'importe quel texte avec du jargon, vous comprenez pas, vous comprenez plus rien. Et donc, en fait, le secret, c'est que il faut de la connaissance pour acquérir de la connaissance. Alors, c'est très très injuste, ça veut dire que du coup, plus vous apprenez vite. Et qu'il y a des gens c'est une exponentielle en fait, ça va de plus en plus. Au début, on galère et après, on va de plus en plus vite. En fait, chaque matière que vous allez apprendre, ça revient à être confronté à une langue étrangère. Et de devoir reprendre le dico. Le secret, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de culture générale. Les gens dont on dit qu'ils sont des bons chercheurs en Google, les gens qui arrivent, que vous voyez autour de vous, qui arrivent très bien à chercher sur Google, ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils ont une grande culture générale. Et que du coup, en fait, il y a plein de mots qu'ils connaissent déjà. Vous voyez, je lisais hier un article sur la photo, alors je connaissais rien en photo, ça parlait de Lightroom, mais Lightroom je connaissais déjà parce que c'est un logiciel de montage qui fait aussi de la vidéo pour les youtubeurs, voilà. Quand vous avez déjà la culture générale sur plein de choses, c'est plus simple. Sinon, vous savez pas quoi taper dans Google en fait. Exemple typique, souvent les gens pensent que on n'a pas le droit d'envoyer des emails de recrutement sur l'adresse professionnelle des gens. Beaucoup de gens pensent ça. Et je suis obligé de leur dire, je reformule et vous pensez qu'on n'a pas le droit de débaucher. Et en fait, vous tapez dans Google, est-ce que c'est légal de débaucher? Évidemment que oui, c'est légal. Mais ça prend une requête Google. Par contre, il faut savoir qu'il faut taper le mot débaucher. Pareil, si vous connaissez pas le mot sourcing, ça va être compliqué de le chercher. Et je me rappelle d'ailleurs de l'époque où j'avais appris souvent on m'a lâché dans le bain dans le recrutement, je savais rien faire. On m'a dit, vas-y, tu vas recruter, tu seras pas moins bon qu'un recruteur que les recruteurs qu'on croise, mets-toi-y. J'avais commencé les recherches, je suis tombé sur un article de Laurent justement qui parlait de sourcing et c'est là que j'ai eu le mot-clé sourcing. Une fois que j'ai eu le mot-clé sourcing, c'était bon, j'étais autonome. J'étais voir le blog de Glenn Cathy, de machin, de Randstad. Enfin, ma connaissance a commencé à décupler en termes de capacité parce que j'avais le mot. Si vous n'avez pas le mot, vous galérez. Deuxième guerre, c'est la guerre entre... Alors là, il y a 3 chapelles qui s'affrontent, c'est éduquer, instruire ou former. Alors il y a une vidéo qui est beaucoup mieux que ce que je pourrais vous faire, qui s'appelle 1 culture 2, je vous invite à aller la regarder, alors elle est un peu longue, c'est à la fin qui raconte ça, où il explique un peu comment fonctionnent les grands mécanismes scolaires. Alors c'est fait par un marxiste, donc c'est une théorie marxiste, mais il n'empêche, c'est intéressant. Et il dit qu'en fait, il y a 3 grandes écoles qui s'affrontent. Les premiers, c'est des gens qui vous disent non, mais l'école, elle est là juste pour éduquer. Donc en fait, ça sert à rien d'apprendre aux jeunes de banlieue la bataille de Marignan. Ils pourront chercher sur Google. Ils vont faire des poèmes et du rap. Et on va les apprendre à vivre en société. Deuxième tendance. La tendance Finkielkraut, etc. C'est non, l'école elle est pas là pour éduquer. On s'en fiche que les gens aient des problèmes chez eux. Le professeur c'est pas un assistant social. On va instruire les gens. Foutez-nous la paix avec le problème des jeunes. On va juste instruire les gens. Et troisième école, qui est l'école la plus vicieuse, qui est l'école non. En fait, l'école est là pour vous donner un métier. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter les écoles aux entreprises, aux besoins des entreprises. C'est extrêmement vicieux, parce que déjà ça veut dire qu'on fait une éducation à la carte, en dépendance des régions, et selon la région où vous naissez, vous avez une éducation ou une autre. Et l'autre gros souci de ça, c'est que ça repose sur un mythe qui est que l'école peut résoudre le chômage. Nos grands-parents ont été élevés dans un monde où effectivement on vous disait travaille bien à l'école et tu seras pas au chômage. Parce que nos grands-parents ont connu une période de plein emploi. Alors plein emploi des hommes, hein.
Très important. Il y a plus d'emplois maintenant qu'avant, c'est juste qu'avant, il y avait que des hommes qui travaillaient. Et en fait, c'est absolument faux. D'ailleurs, vous voyez, dans une société, vous avez un chômage structurel de masse. Évidemment que l'école, vous n'êtes pas à résoudre le chômage. Le chômage, il est terminé par le nombre de postes disponibles, le nombre de gens qui cherchent, point final. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le niveau culturel de la population sur les 40 dernières années n'a fait que s'augmenter. D'ailleurs, vous voyez, on a enfin un président qui parle anglais. Quoi qu'on pense de lui, au moins il parle anglais. Parce que c'est une génération où voilà, les gens maintenant parlent anglais. De la même manière, comment ça fonctionne l'école? C'est-à-dire que individuellement, plus vous êtes instruit, et moins vous aurez de chances d'être au chômage. Individuellement. Collectivement, non. Collectivement, c'est quoi? Si jamais là maintenant, les 3 personnes ici se levaient pour mieux voir, bah, qu'est-ce qui se passerait? Les gens de 10e rang se leveraient, les gens de 3e rang se leveraient, et à la fin vous serez tous debout, vous verrez pas mieux. Vous serez juste tous debout. Et donc maintenant, il y a plein de gens qui sont bac plus 5 et qui sont à la caisse. C'est ça que ça donne en fait d'éduquer les gens. Ça résout pas le chômage structurellement. Et donc et puis l'autre truc très 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 simple, c'est qu'un métier peut disparaître. Le nombre de métiers qui ont disparu, si jamais vous formez à un métier, ça vous donne des gens, et là j'en connais beaucoup comme ça, qui sont en désespérance totale une fois que leur métier disparaît. D'où d'ailleurs le stress. Pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi les gens étaient stressés que les robots nous remplacent. Moi, je trouve ça génial. J'espère vivre le moment où on me remplacera. J'ai pas que ça à faire que travailler. Mais il y a des gens qui sont stressés parce que justement, ils sont définis par leur travail depuis l'école et ils ne se voient que comme par leur travail. Et d'ailleurs, quand ils sont au chômage, ils n'arrivent pas à se reconvertir parce que ils se sont formés à un métier. Donc l'école n'a pas vocation à former un métier uniquement pour une raison aussi qui est simple, c'est que sans culture on est asservi. Si jamais vous donne pas de culture, ça sert à quoi Marignan, ça sert à quoi l'histoire? Ça sert à savoir que par exemple un peuple peut amener au pouvoir un dictateur démocratiquement. Ça tu le sais en étudiant l'histoire. Et sans culture vous êtes asservi. Donc je suis pas en train de dire que les trois ont tort, hein. Les trois ont raison. L'école doit évidemment servir à instruire, elle doit évidemment servir à vivre en société. Et puis c'est pas mal qu'on ait un boulot à la fin quand même. Et l'idée, c'est de les faire, exactement. L'idée, c'est de les faire cohabiter. C'est le bon mot. Et en fait, à force de compiler ce que je regardais, je suis arrivé à une conclusion, c'est que, et c'est marrant, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que la question cruciale, c'est les profs. Mais les gens tirent le constat et après passent à autre chose. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, les cours magistraux, c'est chiant, on va plus en faire. Non, peut-être qu'il faut juste des meilleurs profs pour en faire. Il y a plein de questions en fait qui sont juste réglées par avoir un meilleur prof. Qui ici se rappelle d'un bon prof qu'il a eu, un très bon prof qu'il a eu? Ok, gardez les mains levées. 2 bons profs? 3? 4? 5? En général, à 5, on perd tout le monde. Pourtant, on a eu plus de 150 profs. Donc, il y a effectivement, alors plein de problèmes. Je serais le dernier à cracher sur les profs, mon père étant professeur lui-même. Mais il y a plein de soucis qui font que, notamment, on ne forme pas les profs à la pédagogie. C'est quoi, selon vous, la qualité numéro 1 d'un prof? La transmission, l'écoute, presque. La science, la patience, ouais. L'adaptabilité, alors, c'est un peu un mix de tout ça, hein. Tout ce que vous avez dit est vrai. Dis-moi. L'envie, ouais. La pédagogie, oui, du coup, être prof. L'enthousiasme à transmettre. Tout ceci est vrai. Je pense que l'empathie, c'est quand même la chose numéro 1. Quand je vois la plupart des choses à laquelle j'assiste, j'étais récemment à une conférence organisée par Le Monde pour des lycéens alors il y avait des lycéens de 16 à 22 ans. C'est pas que des lycéens, mais ouais. Et pendant 1h30, les gens ont parlé de voilà, moi je m'occupe du design thinking dans telle entreprise, j'ai mis en place ces process de recrutement pour disrupter je sais pas quoi, et on comprenait rien. C'était incroyable. Et donc, quand j'ai pris la parole, j'aurais dit, je vous rassure, si vous n'avez rien compris, moi non plus. On va plutôt parler de quand vous allez mourir. Et en fait, la capacité à parler de manière empathique et à se rendre compte qu'on apporte quelque chose aux gens selon l'audience, elle est fondamentale. Et la plupart des gens, quand ils viennent me demander des conseils pour présenter, je leur dis toujours la même chose. C'est que, en fait, c'est un concept qui est très simple mais qui est très dur à appliquer. C'est comment j'arrive à donner aux gens quelque chose qui les intéresse eux. Et pas qui m'intéresse moi. Le vrai secret, c'est que les gens, c'est pas de raconter une histoire aux gens, c'est d'arriver à ce que les gens se racontent une histoire. Les gens sont morts de rire derrière. Ça a parlé de mort, j'imagine. C'est la chaleur qui me parlait de mort, ouais. Donc empathie, et l'inverse de l'empathie, c'est quoi? C'est de jargoniser. C'est de faire du jargon, d'aller dans les termes super techniques. Et au final, souvent les experts sont de mauvais pédagogues.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'étais bon recruteur. C'est pas vrai. Si j'étais un bon recruteur, je serais encore recruteur. En général, c'est comme les RH sont pas bons recruteurs. Les gens bons en pédagogie sont pas les meilleurs en action, et vice versa. Donc la qualité d'un prof, c'est pas qu'il soit expert, au contraire. C'est d'arriver à rendre intelligible et simple ce qui est complexe. Et d'ailleurs, quand vous regardez comment on a créé le contenu de l'annonce, parce qu'en fait on fait aussi des formations en annonce. La première fois, c'est un client qui a appelé Laurent en disant voilà, on aimerait bien te former à l'annonce. On lui a dit on sait pas trop faire. Il a dit c'est 2000 €. On dit ouais, on va apprendre à faire. Et donc on a appris à faire. Comment on a fait? Méthode d'escroc. Laurent est arrivé en écoutant les gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? C'est pas un positif, point négatif. Donc les gens débattent, ils donnent leur avis. On les aide, on les accompagne. Et en fait, c'est comme ça qu'on a monté la première formation, en écoutant les gens. Deuxième étape, on a commencé à avoir nos convictions. Donc on a commencé à dire des choses très fortes. On reviendra d'ailleurs sur le concept de radicalité, pourquoi c'est fondamental pour un prof d'être radical. Donc on dit des choses très fortes, en fonction du retour des gens, ben on l'adapte. Les gens disent non, vous êtes fous, ben non, et on adapte le contenu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à avoir un contenu annonce qui sert aux gens, alors qu'on n'a jamais nous-mêmes posté d'annonce de notre vie. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir des gens qui arrivent à retransmettre simplement de l'info. En général, les bons profs, ceux que vous avez retenus, sûrement vous faisiez rire à une époque. Parce que ou l'inverse, c'est vrai, des trucs très 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 sévères. Mais le rire est une des manières les plus simples de transmettre de la connaissance. Et la dernière manière de transmettre, c'est la narration. D'accord? Souvent les profs racontent des histoires. Pourquoi? Parce que pendant 90%, voire 95% de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas d'écriture. Donc la transmission était orale. Donc le fait de raconter des histoires, c'était la manière numéro 1 d'apprendre la chose aux gens. Donc on a gardé un cerveau qui est très 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 sensible aux histoires. Dernier point que j'ai retenu là sur la théorie de l'éducation, c'est l'évaluation. Alors j'ai pas encore bien fouillé, je suis encore en train de lire un livre là-dessus. Il y a quand même quelque chose qui m'a intéressé, c'est une conférence par je sais pas si vous connaissez la Khan Academy. Khan Academy, c'est des MOOC. Et donc le fondateur est venu raconter ce qu'il appelle le phénomène du mur des lacunes. C'est quoi le mur des lacunes? C'est que vous allez vous êtes en CM2, vous apprenez des choses, vous avez 16 sur 20. D'accord? Donc on vous dit vous avez 16 sur 20, vous êtes content. Le problème c'est qu'en fait ça veut quand même dire qu'il y a 4 points que vous maîtrisez pas. Vous passez à la classe supérieure, c'est quoi après? La 6e? Vous passez en 6e, pareil. Et en fait, jusqu'à la terminale, vous accumulez des lacunes énormes. Et là, je l'ai vu, moi, quand j'étais en classe préparatoire, il y avait un moment où on a mis tout le monde à niveau. Parce que les gens avaient des grosses lacunes les uns par rapport aux autres. Donc, si vous faites pas attention et que votre évaluation, c'est juste une note, vous risquez de faire accumuler des lacunes aux gens. D'où l'intérêt de faire des feedbacks plus intelligents qu'une note et plutôt de faire des feedbacks. Alors la note, hein, je sais pas pas forcément pour la supprimer, mais faire des feedbacks très concrets de voilà, et à cet endroit tu sais pas faire ça et voilà comment tu aurais pu l'améliorer. Alors si j'en viens aux grandes lignes de l'école qu'on aimerait monter, alors je me suis pas concerté avec les autres, donc on va en débattre après. Les grandes lignes de l'école, du coup, de ce que j'ai retenu. Déjà 3 grands principes que j'aimerais qu'on suive. Le premier, c'est d'avoir une formation en alternance. Alors pour plein de raisons, ça permet aux étudiants de ne pas avoir à débourser un centime. Ça permet de les faire pratiquer et justement de mélanger la pratique et la théorie et de tuer la guerre stérile entre les deux, vraiment faire pratiquer les gens. J'ai aussi observé des clients justement où ils avaient de bonnes intégrations des alternants qui faisaient venir et qui à la fin devenaient très très bons en moins d'un an. Donc on croit beaucoup du coup en cette idée de l'alternance. Deuxième principe de l'école du recrutement, c'est qu'on n'y enseignera pas le recrutement. Pour une raison simple que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça sert à rien de former un métier, que ça en tout cas, donc on n'enseignera pas que le recrutement du moins. Donc l'idée c'est comment je fais pour enseigner plein de choses qui vont de la psychologie au marketing, au sens critique, on y reviendra. Et troisième principe, c'est qu'on s'associera pas avec une autre école. Parce qu'on n'arrive pas déjà qu'on n'arrive pas à collaborer les uns avec les autres. Je sais pas combien de temps ça fait que j'avais pas vu Laurent, mais on n'arrive déjà pas à travailler les uns avec les autres, c'est compliqué, on est très 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 solitaire dans cette boîte. Et par contre, on va appliquer le secret de Linkumans. Alors, en plus du fait de l'appui avec 3 académies, hein, donc évidemment, on appuiera le dispositif avec 3 académies qui permettra aux élèves d'avoir une base vidéo qu'ils pourront consulter chez eux avant de venir. Le secret de Linkumans,
Alors, c'est quoi un secret en business? Un secret en business, c'est ce qui définit une entreprise. C'est-à-dire que je peux le dire à tout le monde et les concurrents le font quand même pas. Donc, c'est quoi le secret de Linkhuman? C'est que ce qu'on enseigne est évident. Souvent, les gens pensent que quand ils nous payent, Stro Academy, ils auront du contenu plus avancé que ce qu'on donne gratuitement par les articles. Parce qu'en fait, dans les articles qu'on donne, on donne tout gratuitement. En fait, c'est l'inverse. Quand vous payez, on vous donne des trucs plus basiques. Et là, le secret, c'est que des fois, on a des gens d'ailleurs qui viennent chez nos concurrents et qui nous disent « on avait une formation avec un tel, mais on n'a rien compris ». Et du coup, on n'a rien appliqué. Donc l'idée, c'est comment je fais pour revenir à l'évidence. C'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler parce que moi, à l'origine, j'étais un fan de sourcing, un geek de sourcing. Il a fallu que je mette beaucoup de temps avant de comprendre que c'est pas normal les gens fans de sourcing. À ce point. Et donc, comment je reviens à des choses plus basiques sur le métier. L'autre secret qu'on a, c'est que, en fait, si vous voulez enseigner efficacement, vous avez besoin d'être radical. Alors pas radical au sens que je sens certains entendent. Quand je dis radical, c'est-à-dire qu'on dit clairement les choses. On passe ça par de la langue de bois, des artifices, etc., etc. Pour une raison qui est simple, c'est que plus quelque chose est complexe, plus vous allez devoir le rendre simple et intelligible. Et d'ailleurs, à la fin de chaque formation qu'on fait, les gens ont toujours le même retour, ils me disent « ah mais c'est marrant, c'est que des trucs très simples ». Effectivement, ça a l'air très simple, parce qu'on l'a rendu intelligible. Rappelez-vous, hein, Jamie et Fred. Tout le monde se rappelle Jamie et Fred, l'émission? Ouais. Et c'est pas sorcier. Donc le vrai dilemme du prof, c'est comment je transmets quelque chose de complexe. Et l'autre gros intérêt, c'est que plus vous êtes radicaux, et plus vous allez trouver votre direction facilement. J'ai déjà dit beaucoup de conneries, mais dès que je dis une connerie, les gens ils me le renvoient dans la tronche. Donc en fait, ça permet d'aller beaucoup plus facilement chercher les choses. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de dire les RH sont de mauvais recruteurs. Et je prends des claques dans la gueule, mais j'insiste quand même parce que je sens qu'on touche à quelque chose quand même. Donc vous voyez, plus vous êtes radicaux et plus vous allez savoir vite que vous avez raison ou pas, et plus aussi les gens vont comprendre ce que vous voulez dire. Et du coup, dernière chose, la radicalité n'est pas la provocation. Alors je sais pas pourquoi les gens me disent toujours que je suis provocant, je suis pas provocant du tout. Au contraire, j'ai beaucoup d'eau dans mon vin. Si vous saviez ce que je pense vraiment, demandez à mes amis qui me connaissent dans la vraie vie, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis. Donc je suis pas du tout provocateur, au contraire. Donc par contre, on dit des choses vraiment radicalement comme on les pense. De la même manière, les gens me disent souvent qu'on est décalé. Je sais pas ce que c'est être décalé. Je sais pas décalé par rapport à quoi. Vous imaginez dans la vie personnelle, si on vous dit ça, ah, t'es marrant, t'es décalé toi. Non, je suis juste normal, juste moi. Effectivement, chaque personne est différente. Donc on cherche ni à être décalé, ni à être original. On dit juste qu'on pense très clairement. On essaie de le dire très clairement sans passer par de l'ubérisation, de la big data, la transfo digitale, etc. On essaie de dire les choses très clairement pour que les gens puissent comprendre. Oula. Il y a une vidéo il y a deux choses qui m'ont changé la vie littéralement sur ce sujet de radicalité. Une, c'est une vidéo alors premièrement, c'est la biographie de Steve Jobs. La bio de Steve Jobs, c'est quelque chose qui est très passionnant parce que vous voyez que pour réussir, il est ultra radical. Mais vraiment, vous voyez la vidéo qu'on a avec les experts qui peuvent pas faire les lignes perpendiculaires. Steve Jobs, c'est le genre de personne qui vous dit mais si, tu vas te démerder. On va le faire. Ou alors qui va stresser parce qu'il n'y a pas un câble, le port USB il est à gauche et pas à droite. On est très radical dans la simplicité. Alors le point négatif, c'est que c'est un radical plutôt côté connard. Parce que c'est plus simple d'être un connard radical que d'être un mec gentil radical. Donc on essaie d'être gentil et radicaux à la fois. L'autre vidéo qui a mis des mots sur ce concept-là, qui m'a beaucoup aidé à avancer, c'est cette vidéo qui s'appelle le Little Theory About Radicality, que je vous invite à aller regarder par Oussama Ammar. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, plus vous êtes radicaux dans votre vie et plus vous voyez les choses clairement. C'est très, parce que du coup, des formations professionnelles, je suis aussi radical dans ma vie. Je dis les choses clairement aux gens quand je pense à un truc, je leur dis voilà, la soirée m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, je te le dis concrètement. Et donc alors je peux être niveau de ma sœur pratique un truc qui s'appelle l'honnêteté radicale. C'est encore le niveau au-dessus, c'est que tu vous dites vraiment tout ce qui se passe par la tête, mais ça a de vraies vertus d'être radical avec les gens parce qu'en fait, du coup, vous cachez pas ce que vous êtes aux gens. Et ceux qui vous apprécient, du coup, vous apprécient pour ce que vous êtes. L'autre secret qu'on a, c'est qu'on déteste tout ce qui est nouvelle école, nouvelle génération, recrutement 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, j'en passe des meilleurs. Ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle école ni d'ancienne école, il n'y a que des bonnes et des mauvaises écoles. J'ai été la semaine dernière avec une recruteuse qui avait 25 ans de métier, qui a connu le Telex. Je savais pas ce qu'était le Telex, elle a dû m'expliquer ce qu'était un Telex. Et elle me disait qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui chassaient, des gens qui pêchaient. Parce qu'au final, la vraie distinction dans le recrutement, c'est entre les pêcheurs et les chasseurs, elle n'est pas entre le digital et le pas le digital. Je vais me dire plus que ça. J'ai rencontré une consultante dans une des grosses boîtes d'intérim qui faisait 2 fois plus de chiffre d'affaires
que le deuxième meilleur. Donc c'est la numéro 1 en termes de chiffre d'affaires de sa boîte. Elle fait 2 fois plus que le numéro 2. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai parlé avec elle, alors sans savoir que c'était elle d'ailleurs, et pourtant je l'ai reconnue, une fois que c'était évident que c'était elle. Elle sait à peine utiliser un ordi. Je caricature un peu, mais elle est pas dans le digital ou quoi. Elle a un gros cahier avec les dates d'anniversaire des candidats. Elle souhaite des bons anniversaires à tout le monde tous les jours. Enfin, elle est juste dans l'empathie, dans l'envie d'aller vers les gens. Et c'est pas du tout lié avec une ancienne nouvelle école. C'est lié avec le service client. Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que j'ai envie d'aller vers eux? Et d'ailleurs, chaque fois que je regarde les projets qu'on me dit on fait la conduite du changement, je dis mais non, faut faire de l'amélioration. Le changement en soi, les gens s'en tous compte d'ailleurs. En général, vous êtes bien confortable, personne n'a envie de changer. Même moi, c'est chiant de changer. Donc l'idée, c'est comment je m'améliore. Et donc vous ne laissez pas avoir par tous les discours génération Y, sourcing 2.0, etc. Recruter avec Snapchat. Par définition, la presse vous montre des choses qui brillent. C'est à vous de voir de votre côté et de différencier l'utile de l'accessoire. Et d'arriver à voir ce qui touche vraiment le cœur des choses. Et d'ailleurs, en général, quand j'arrive en formation, les gens ont toujours des couteaux entre les dents parce qu'ils voient que ils me catégorisent comme étant jeune. Ils disent c'est qui ce petit jeune qui va nous dire encore qu'il faut du truc digital et des outils. Première chose que je leur dis, c'est vous inquiétez pas, je crois pas aux outils. Les outils passent et trépassent, ce métier reste. En général, les gens m'écoutent d'un coup dès que je dis ça. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le cœur du métier. Alors, quelques idées que j'ai eues en vrac pour l'école. J'aimerais bien réimporter le système d'école. Quelqu'un connaît le système d'école? L'école, c'est quoi? C'est vous avez des interrogations, 2 interros orales par semaine sur un sujet. Ça permet en fait vous êtes à 3 devant un prof, vous êtes obligé de pratiquer du coup. Et d'ailleurs, quand j'étais en prépa, je me rappelle, c'est la seule chose que je révisais plus ou moins. Parce que du coup, il y avait une échéance régulière et ça t'oblige, en plus devant un prof, ça oblige à réviser et à pratiquer. Deuxième chose, c'est que ça peut être pas mal de pas fixer de temps pour une matière en données. Je sais pas, effectivement, on a toujours... La première fois que j'ai lu ça m'a effectivement saisi. À chaque fois, on prend une matière et on définit du temps. On se dit, ça va prendre 30 heures, ça va prendre 40 heures. J'attends l'Incumans. Ça peut vous intéresser aussi. Et en fait, j'aimerais bien qu'on fasse une école où il n'y ait pas de sujet avec une heure définie. C'est-à-dire qu'on enseigne un sujet tant qu'il n'est pas maîtrisé. J'enseigne le sourcing tant que l'élève maîtrise pas le sourcing. J'enseigne les messages d'approche tant qu'il maîtrise pas. J'enseigne l'écriture tant qu'il maîtrise pas. Plutôt que de se mettre des deadlines et de perdre une partie de la classe. Troisième point, vous aurez pu l'anticiper à mon avis, c'est la formation des profs. Donc je sais pas encore comment on va le faire, mais il va falloir faire une école de profs. Il va falloir trier les profs à l'entrée et vraiment prendre des gens qui ont le... Alors au début on le fera nous-mêmes, ce qui est le plus simple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais voilà, il va falloir réfléchir à comment je forme les profs, à l'empathie, à l'évidence, à ne pas être des experts justement. J'aimerais bien aussi faire un concept plutôt qu'un mémoire, parce que la mémoire n'a jamais servi à rien à personne. D'ailleurs, je le dis publiquement, je ne répondrai pas à vos interviews de mémoire. Non, à chaque fois, on m'envoie des interviews de mémoire, ça ne sert à rien. Donc, sachant que les mémoires ne servent à rien, qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? On peut leur faire des projets type junior entreprise. C'est-à-dire qu'on fait un appel d'offres, on prend un client qui veut chercher, qui a un candidat à recruter, et on les fait monter comme un cabinet. En disant au client, bon, c'est des étudiants, donc je vous paierai moins cher et le résultat sera, on va les accompagner. Mais vous voyez, faire de vrais projets, pourquoi pas pareil, les faire monter une formation en recrutement et les faire aller donner des formations. Donc vraiment des projets très opérationnels. Alors là, on arrive à mon rêve depuis des années. J'aimerais bien faire des maisons comme Harry Potter. 5 points pour Gryffondor, 4 points pour Serpentard, etc. Pourquoi? Tout le monde voit ce que c'est? En gros, dans Harry Potter, les élèves sont catégorisés en 4 maisons et vous distribuez des points en fait en fonction des maisons. Et à la fin, donc selon les bons comportements ou pas, et à la fin, celle qui a le plus de points, elle gagne le trophée des maisons. Avec un chat. Et ce qui est bien, c'est ça fait 2 choses, c'est émulation et collaboration. À la fois vous êtes en compétition avec les 3 autres maisons, à la fois vous êtes en collaboration avec les 3 autres. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai appris récemment, j'ai parlé avec quelqu'un d'Harvard ce week-end, par hasard, dans un bar, et il me racontait que justement il y avait aussi les maisons en fait à Harvard. Et c'était inspiré de là, apparemment. Je n'ai pas été vérifié, mais il disait que c'était inspiré de là. Donc dis-moi. Je sais pas, il y aura un chapeau, comme tu dis. on fera un chapeau. On fera au hasard, à mon avis. Comme le chapeau, en fait. On fera au hasard. Mais ouais, j'aimerais bien, je sais pas encore comment le faire, mais j'aimerais bien faire c'est mon rêve ultime d'être en plein cours et de dire, voilà, bravo, 5 points pour Gryffondor. Donc si je fais une école, je réaliserai mon rêve.
Alors, le 6e principe est là qui me vient d'une vidéo toute bête de Bill Gates. Bill Gates a fait une conférence sur l'éducation, vous pourrez retrouver pareil, c'est un TED. Et il racontait qu'en fait, le plus dur pour un prof, c'était le feedback. Tout simplement. Et qu'il suffit de mettre une caméra, il a fait l'expérience, il met des caméras dans les salles des profs, et les profs se regardent ensuite, et ils s'améliorent au fur et à mesure. Parce qu'en fait, mine de rien, le prof a pas beaucoup de feedback dans son métier. Et l'autre intérêt, c'est qu'en plus, on peut rediffuser et réapprendre des choses qu'on aurait oubliées. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que en enseignant les choses, on retient. Hier, je vais préparer la conférence, et en fait, je me demandais quelles étaient les caractéristiques à avoir pour un bon recruteur. Et je galérais il était 4h du matin en même temps, il devait être 3h du matin, je galérais, et d'un coup, je me suis rappelé que j'avais fait un module 3 Academy. Et qu'en fait j'avais déjà fait ce sujet sur 3 Academy, donc je me suis auto-regardé et j'ai auto-appris des choses, c'était génial. Et pourquoi? Parce que c'était filmé. Donc l'intérêt aussi de filmer, c'est de pouvoir rediffuser, et une fois que vous avez votre meilleure version du cours, vous pouvez la rediffuser. Et d'ailleurs je vous annonce que j'ai atteint mon pic il y a 3 mois, hein. Je ferai pas mieux que ce que j'ai fait il y a 3 mois. Point suivant, pas de cours l'après-midi, pas de cours théorique. Chant des regards compatissants. Donc ce que j'arrive, c'est une école où vous avez l'après-midi qui est réservé à des choses beaucoup plus pratiques, etc., plutôt que d'assommer les gens avec des théories alors qu'ils viennent de manger et qu'ils n'arrivent plus à suivre. J'aimerais bien faire voter les élèves aussi sur les cours. J'aimerais bien qu'au début de l'année, on leur propose une palette de cours et qu'ils votent en fait. Et comme ça, la classe vote, elle s'implique, et elle a décidé en fait qu'elle allait choisir ces cours-là plutôt que d'autres. Autre point, j'aimerais bien organiser des sortes de mini-trous, donc des mini-barcamps, c'est-à-dire que là où ça peut être bien, c'est venir des experts, parce que mine de rien, même si les experts sont rarement bons en pédagogie, ils ont quand même un retour terrain qui est intéressant. Et comment j'aimerais les intégrer, c'est en faisant venir, donc l'après-midi par exemple, on prend un sujet typiquement, je sais pas, les lettres de motivation servent-elles encore à quelque chose? Ou alors le CV vidéo a-t-il un avenir? On fait venir un acteur du CV vidéo et ils viennent débattre en fait. Donc pas de speaker, pas de slide, on met tout le monde en rond et on débat. Et si possible, on fait venir 2 experts contradictoires et on les fait débattre. Qui va permettre aux élèves d'avoir un point de vue plus terrain. Avoir un outil de coordination, c'est ce qui me manque moi quand je fais des cours dans les écoles. En général, ils en ont un, mais qui est moche. C'est souvent Moodle, c'est impossible à utiliser, donc les gens ne l'utilisent pas. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des groupes Facebook en fait. Ils font des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, et c'est très galère. J'ai mis Slack, hein, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre comme outil. Et voilà, l'idée d'arriver à synthétiser le tout dans un outil. Il y a Google qui fait un truc pas mal, ça s'appelle Google for Education, qu'il faudra qu'on regarde aussi, où c'est pareil, là, c'est vraiment conçu pour, et du coup vous avez, quand votre prof par exemple vous donne un devoir, hop, ça met une notification à tout le monde, et vous pouvez le remettre directement en Google Doc via la plateforme. Donc il y a des choses intéressantes qui se font, qu'il faudra aller explorer. Avant-dernier point, développer le sens critique. Alors ça c'est le mal de l'époque, c'est que là, beaucoup de gens perdent du sens critique. Enfin, d'ailleurs, de l'époque ou d'avant. Il y a quelqu'un qui disait que l'école est une agence de publicité dont le seul but est de vous faire croire que la société telle qu'elle est a un intérêt, enfin, que vous en avez besoin. Donc on vous conforme à vouloir... Au début, vous arrivez, vous rêvez d'être astronaute, à la fin, vous rêvez d'être chef projet marketing. C'est ça, l'école. On vous discipline. Je regardais une conférence où il expliquait qu'effectivement, à force de mettre trop d'autorité dans l'école, les gens deviennent frustrés. J'ai des exemples très concrets de gens qui sont frustrés par l'autorité. D'ailleurs, quand je fais des cours, j'ai beau leur dire que vous êtes des adultes, faites ce que vous voulez partir pendant un cours, je considère que vous êtes un adulte, vous savez si vous devez partir, enfin débrouillez-vous. Les élèves viennent quand même me demander l'autorisation pour pisser. Mais qu'est-ce que je dis? Bah non, pisse sur toi. Enfin, parce qu'on a formaté les gens à avoir ce cas très autoritaire de l'enseignant. Et sur le sens critique, ce qui est marrant, c'est que vous avez beaucoup de gens, et c'est là aussi qu'il y a la critique des cours magistraux sans sens critique, parce que le problème, c'est pas tant la pratique aussi, hein, mais que le sens critique, c'est que vous apprenez des choses à des gens sans leur expliquer pourquoi. Et comme ils savent pas pourquoi, ils répètent bêtement. Moi, je me rappelle, il y avait eu un buzz, c'était quelqu'un qui racontait que la Terre était plate. La preuve, et qu'elle tournait pas. La preuve que c'était une conspiration de la CIA. Parce que, en fait, si jamais c'était vrai, quand vous mettez un hélicoptère en suspension,
eh ben en fait la Terre tournerait en bas et vous réatterririez pas au même point. Donc le fait qu'on réatterrisse pas sur le même point, c'est la preuve que la Terre ne tourne pas. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est faux ça? Ce que j'ai vu, ce qui était marrant, c'est que tout le monde a rigolé, mais que personne n'était capable d'expliquer pourquoi. Parce qu'on rigole parce qu'on avait 6 ans, on nous a dit que la Terre était ronde. Mais c'est tout. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Hein? Ok, il y a des gens qui ont fait des études d'ingénieur. C'est quoi du coup, Coriolis? En français. Alors, en général, la plupart des gens, quand vous leur demandez, ils vous disent soit je sais pas, soit l'atmosphère entraîne l'hélicoptère. Ce qui est débile, l'air, on pourrait pas se mouvoir si l'air était aussi rigide. Le 1. Ah si, la Terre tourne très rapidement. La Terre tourne à 40 000 km tous les 24 heures. Ça fait une vitesse de dingue. 1600 km/h. Oui, 40 000 divisé par 24. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que quand vous... Et d'ailleurs, on se moque de lui, mais pendant des siècles, l'humanité entière croyait ça. Aristote vous dit, la Terre ne tourne pas, la preuve, si je monte sur un arbre, je lâche une pomme, la pomme tombe en bas de l'arbre. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un se dise, tiens, on va tester. Et donc un jour, un mec a testé, il s'est mis sur un bateau, et il a lâché un bateau en mouvement, et s'est rendu compte qu'en fait, même en mouvement, ça retombe en bas. La preuve, aller dans un avion, sauter, vous ne vous retrouvez pas à 500 km/h plaqué contre le nez de l'avion. Non, il y a une force d'inertie. Et donc ce que voulait dire tout à l'heure le jeune homme, c'est la force d'inertie. Donc effectivement, quand vous sautez, vous avez une force d'inertie qui fait que tant que vous la contrez pas, vous allez toujours à la même vitesse que la Terre. Donc vous l'accompagnez dans son mouvement. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens n'étaient pas capables de répondre à ça, et pourtant se moquaient de lui. Moi, c'est pareil, je me suis moqué du mec, jusqu'à ce que je me disais, mais attends, en fait, non, je sais pas. Et j'ai dû chercher pendant 1 heure avant de retrouver pourquoi. Donc voilà, sens critique, apprendre à remettre en question les savoirs qu'on a. Et dernière chose que j'aimerais mettre en place, c'est ce que j'appelle la méthode Laurent Bourrois. Alors, m'a pas beaucoup formé quand je suis arrivé, mais il y a quand même 2-3 principes qui sont intéressants. Premier principe, c'est de traiter les gens comme des adultes. Et donc, dans chaque cours, systématiquement, vous prenez le tour des attentes. C'est-à-dire que vous arrivez, vous demandez aux étudiants ce qu'ils attendent de ce cours, après l'avoir présenté. Et à la fin, on débrief. Qu'est-ce que vous avez appris de ce cours? Et du coup, ça, j'ai pas fait la première année où j'étais prof. La deuxième année, je l'ai fait directement et ça a tout changé. Parce qu'en fait, du coup, les élèves vous disent ce qui les intéresse le plus ou pas. Et en fonction, vous pouvez d'ailleurs moduler la part que vous allez accorder à chaque cours, voire en enlever. L'autre concept de la méthode Bourrois, c'est faire le reparcours en permanence de ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'oublie tout le temps, vous savez, j'ai pas fait aujourd'hui. Mais c'est de vous dire, voilà, on vient de voir ci, ça et ça, maintenant on va voir ça. On a vu ci, ça, ça, maintenant on va voir ça, à chaque arrêt, pour que les gens puissent se resituer dans le contexte. Alors ça fait 3 ans que j'arrive pas à le faire. Des fois je me rappelle, la plupart du temps j'oublie. Et la dernière chose, c'est de toujours dire où sont les pauses. À l'avance. Pas que les gens trépignent sur leur chaise en attendant. Alors, pour qu'on puisse quand même repartir avec quelque chose de concret, même si j'avais dit qu'on faisait pas de concret dans les réveils du recrutement, je me suis posé la question de ce que vous pouvez faire, vous tous et vous toutes, de votre côté, et comment on devient un bon élève en recrutement, même si on a arrêté l'école, parce qu'en fait, l'apprentissage s'arrête jamais. J'ai plusieurs idées, d'ailleurs à vous de me challenger dans les questions après sur ce que vous en avez pensé, plusieurs hypothèses. Je pense que tout est dans l'état d'esprit. En fait, ce qui change, c'est pas l'histoire digitale ou de LinkedIn ou pas LinkedIn, c'est est-ce que j'ai envie d'aller vers les gens, est-ce que j'aime les gens, est-ce que j'aime pas les gens. Est-ce que je chasse ou est-ce que je pêche? Est-ce que je suis dans ma tour d'ivoire en train de recruter ou est-ce que je sais qu'il faut attirer les gens? C'est la seule vraie différence entre tous les recruteurs que j'ai connus. Première réalisation, bon, j'ai dû le dire au moins 1000 fois, les outils vous sauveront pas. C'est ce qu'on dit, hein, les mauvais ouvriers accusent toujours leurs outils. Il y a une fascination qui à chaque fois me fascine pour les outils. Il y a Stephen King, qui est un écrivain super connu, qui disait qu'à chaque fois qu'il fait une conférence, il y a immanquablement quelqu'un qui lui pose la question, mais avec quel stylo vous écrivez? C'est un réflexe qui est très humain mais qui est stupide. Donc les outils vous sauveront pas. Alors évidemment, vaut mieux, c'est pas les chaussures du Usain Bolt qui font que Usain Bolt court à cette vitesse, mais vaut mieux courir à 100 mètres en basket qu'en claquette, c'est sûr. Donc évidemment que les outils vous limitent, mais le vrai point de départ, c'est qu'est-ce que je vais faire moi avant et après, je vois quels outils vont m'intéresser. Vous savez le nombre de gens que j'ai vus et qui, grosso modo, encore aujourd'hui, j'ai 30% des gens qui n'ont pas LinkedIn. Quand je donne une formation, sur 10 personnes, j'en ai 3 qui n'ont pas LinkedIn, dont une qui est réfractaire. Et
Les deux autres, elles ont dit ouais, on m'avait dit et oui, et vous avez 2 supplémentaires, en gros vous avez 5 personnes comparablement à LinkedIn, 2 autres qui me disent ouais, j'ai un profil que j'ai créé il y a 3 ans parce qu'on m'a dit qu'il fallait y être. Et donc maintenant j'ai LinkedIn, mais j'y suis jamais allé. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça sert à rien de donner un outil à quelqu'un si de base il sait pas ce que vous voulez en faire avec. L'outil en soi va pas outiller à votre place. On n'a jamais vu une pelle creuser toute seule. Donc c'est la même chose pour les outils numériques. L'autre vraie distinction dans le métier, c'est est-ce que vous voulez faire du surgelé ou pas. Effectivement, on peut faire de la cuisine surgelée. Chaque fois que les gens me disent d'ailleurs le sourcing c'est chronophage, j'ai l'impression d'entendre un restaurateur me dire oui mais non mais faire de la bouffe c'est chronophage, je fais du surgelé, j'ai un micro-ondes et ça marche très bien. Effectivement, on peut faire de la bouffe surgelée. Aller à Paris, 3 sur 4 c'est surgelé. Mais c'est pas de la bonne gastronomie. Et d'ailleurs, souvent, la différence se joue vraiment là. C'est que, et d'ailleurs, vous remarquez, en ce moment, on dit, ouais, il y a une mode, les gens veulent de mieux en mieux manger. C'est pas une mode. C'est juste, on redécouvre ce que c'est de faire de la nourriture. Il y a un article résumé sur True Paris 2017, où c'est explicité. C'est-à-dire il y a Amélie qui est ici, mais qui n'écoute pas, qui raconte, le dilemme que vous avez entre la qualité et la quantité. C'est-à-dire que, vous avez toujours ce tiraillement entre, effectivement, je vais pas faire un plat 4 étoiles à tout le monde, et comment je mets mon arbitrage entre le plat 4 étoiles et le plat surgelé dégueulasse, sachant qu'en plus je suis soumis à des tensions et des pressions de mes managers et du reste du monde. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on revient à la vidéo de l'expert et les lignes rouges. Si on comprend pas ce que vous faites, on croit que c'est facile et on vous met la pression. D'où, faut que tu téléphones. Alors, prends un profil LinkedIn, c'est facile et ça va marcher. Vous avez toujours ce tiraillement. Je suis pas en train de vous dire que vous devez tous être des chefs étoilés, mais il y a un juste milieu entre les deux et il y a un curseur que vous décidez et c'est à vous de le décider. D'ailleurs, je reconnais souvent les gens dans un cas de figure ou l'autre. Il y a que 2 types de recruteurs que j'ai rencontrés. Ceux qui me disent que répondre à tous les candidats c'est impossible et ceux qui me disent que c'est facile. J'ai jamais rencontré de gens au milieu. Il y a juste des gens qui ont essayé, des gens qui n'ont jamais essayé. Et il y a des gens aussi, surtout qui veulent le faire. Et même parmi les gens qui sont dans des structures où ils peuvent pas répondre aux candidats, il y a encore 2 types. Les gens qui ça dérange pas et les gens qui ça rend malade. J'ai déjà eu formation des gens, mais ça les rend malades de pas répondre aux candidats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont envie de bien faire les choses. Et donc, posez-vous la question. Dans quel camp vous êtes ? Autre réalisation, c'est que Internet est une suite de conversations. Alors c'est quoi ? Peu importe, pas besoin de lire. Tapez juste dans Google le manifeste des évidences, qui est un document qui a 17 ans et qui raconte justement ce que ça... Ça parle d'Internet sans jamais parler de technologie. On en revient à cette histoire, c'est pas une question de technologie, il raconte c'est une question en fait de conversation, une question de langage. Et ça disait des choses du type, vous verrez d'ici 5 ans, le langage des entreprises aura l'air aussi étranger que le langage de la cour de France au XVIIIe siècle. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc la première réalisation, c'est qu'en fait, tout ce ramdam autour d'Internet et tout, le vrai enjeu d'Internet. Vous savez comment était inventé Internet ? Internet, à la base, un lancement militaire, c'était quoi le but ? C'est de faire un réseau décentralisé. Pour que quand on bombarde vos positions stratégiques, le reste du réseau continue à fonctionner. Et donc c'est un réseau qui est décentralisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un gros Coréen qui chante et qui fait 2 milliards de vues. C'est un réseau qui est démocratique. Et pareil, vous pouvez avoir vous avez suivi l'affaire Hanouna, vous pouvez avoir des gens qui se révoltent sur Twitter, contre des propos sur une chaîne de télé, et qui, par force de mobilisation, arrive à la fin que plus de pub sur la télévision. Donc vous voyez, on est devant son ordi, on arrive à avoir un impact très concret. Beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte qu'Internet donnait une puissance extraordinaire. Ça donne un mégaphone en fait. Et donc, moi en tant que recruteur, c'est ça, c'est comment j'arrive à parler aux gens d'un langage aussi qui leur parle et pas à faire des monologues. Souvent, la plupart des recruteurs font des monologues. Les annonces sont en monologue, les messages d'approche sont en monologue. Autre réalisation, les gens ne sont pas des candidats. Alors, je fais un mea culpa général là-dessus parce que quand je parle, je dis toujours des candidats par abus de langage. Mais les gens n'ont candidaté à rien. La plupart des mails que je reçois, mon premier réflexe, c'est mais je vous ai rien demandé en fait. Je ne vous connais pas. On me dit opportunité, non, c'est juste un dérangement pour l'instant.
Et beaucoup de recruteurs oublient ce côté dérangeant. Et je peux vous dire qu'après cette blague là de développeur Java, qu'on m'appelle et qu'on me dit que je suis recruteur, j'oublie que je travaille chez Linkuman. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Quelqu'un voulait annuler parce qu'en fait il m'a dit il fait trop chaud, j'ai une veste et c'est compliqué en moto, donc je viendrai pas. Je dis ok. Il m'a donné la permission de pas venir. Je dis bah oui. Et au début il me dit bonjour, je suis un tel, je suis recruteur. Et direct je me suis mis en mode je vais le démonter. Et je suis pas développeur Java. Et j'ai oublié que je travaille chez Linkuman. Pourquoi? Parce qu'en fait à force de recevoir ces opportunités, ces machins, on peut devenir agressif. On l'oublie souvent. Donc les gens sont pas des candidats. Vous savez, quand j'ai raconté cette histoire à quelqu'un qui m'a dit oh pauvre chou, se faire rechercher alors qu'il y a plein de gens qui sont au chômage. C'est aussi stupide que de dire à une femme oh la pauvre, je te fais harceler dans la rue alors qu'il y a pas de gens célibataires. Mais c'est pas sollicité en fait. Donc rappelez-vous, les gens ne sont candidats à rien pour le moment. Et souvent d'ailleurs on l'oublie, la plupart des messages qu'on envoie c'est ça revient à faire bonjour, je recherche quelqu'un, envoie-moi ton CV. Ce qui serait l'exact équivalent en drague de dire bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans, je recherche une copine, j'habite à Arcachon, est-ce que tu es célibataire? Appelle-moi. Même pas appelle-moi, envoie-moi tes coordonnées. Les gens sont pas candidats au début. Autre réalisation à avoir, c'est que la révolution a déjà eu lieu. Je sais pas pourquoi les gens m'écrivent en me demandant l'impact du digital sur le recrutement, en m'envoyant des mails. Il n'y a plus de téléx, c'est fini. Donc la révolution a déjà eu lieu, et l'idée c'est comment vous l'appropriez. Et au final, ça nous amène à un truc aussi, c'est que l'essentiel ne change pas. Ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir envie, etc. Les gens recrutaient déjà de la même manière il y a 2000 ans. Hein. J'ai lu La Guerre des Gaules. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, on m'a fait lire La Guerre des Gaules, ne faites pas ça chez vous. C'est Jules César raconte pendant 300 pages, et du coup je le rentabilise à chaque conférence. C'est Jules César qui raconte pendant 300 pages, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, j'ai tapé sur des Gaulois. Et par contre, un truc intéressant, c'est qu'il y avait déjà du recrutement. Et d'ailleurs, le mot recrutement est un mot militaire, parce qu'on dit des recrues. Et vous constatez qu'en fait, ça se passe exactement comme maintenant. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a rien, mais c'est toujours une conversation, ramener des gens pour se faire... Alors lui, c'est du recrutement pour aller se faire taper, mais... Quelqu'un connaît ce conte sur le roi est nu? Je le raconte souvent, donc... Alors c'est quoi? Rassurez-vous, il n'y aura pas de nudité. C'est quoi le roi est nu? C'est un conte où vous avez un roi, en fait, qui reçoit des gens des experts, qui lui vendent des habits invisibles. Il dit c'est des habits que seuls les gens stylés peuvent voir. Et donc, il y a ces conseillers qui sont là, et le roi leur demande, alors, vous les voyez? Il dit, ouais, on les voit, et ils sont très... Personne n'ose dire qu'en fait, ils voient pas. Le mec repart, il a fait son business, le roi sort tout nu, et on explique aux gens, voilà, c'est des habits que seuls les gens stylés peuvent voir. Et personne n'ose jamais dire, en fait, que le roi est tout nu. Et là, un enfant arrive et dit, mais pourquoi le roi il est tout nu? Et là, tout le monde se met à rigoler. Parce que d'un coup, tout le monde réalise que personne n'osait le dire. Et il y a souvent ce réflexe dans le recrutement, c'est que on n'ose pas dire qu'on comprend pas. J'ai déjà assisté à des conférences pendant 1 heure sur le big data où personne ne comprend rien et personne n'ose le dire. Et j'adore d'ailleurs être l'enfant qui pointe du doigt que le roi est tout nu. J'avais fait un trou lion. Il y avait une recruteuse qui disait que voilà, que sur les CV, elle analysait les couleurs, ça disait tel truc, puis tel truc, et personne l'a coupé. Et à un moment, je lui ai dit, mais c'est stupide ce que tu racontes. C'est de l'astrologie. Et là, tout le monde s'est mis à rire. Et d'un coup, tout le monde était d'accord. Mais personne n'osait lui dire, en fait, qu'il n'était pas d'accord. Donc, tombez pas dans ce dilemme. Soyez toujours l'enfant qui pointe du doigt les choses que les gens remettent pas en question. Souvent, les gens sont d'accord avec vous, mais vous le savez même pas. Il y a toujours des gens d'accord avec vous. Regardez, il y a bien des gens d'accord avec moi. J'ai des conneries à longueur de journée, il y a des gens d'accord avec moi. Donc, vous trouverez toujours quelqu'un de d'accord avec vous. Et si vous posez la question, si vous comprenez pas quelque chose, sûrement d'autres gens ne comprennent pas. D'ailleurs, je dis toujours pareil, hein, quand vous comprenez pas J'ai débattu avec un expert qui faisait la langue de bois, qui disait voilà, les RH doivent subériser, devenir plutôt people-centric que data-centric pour se recentrer sur lui-même, bref, du blabla. Et je lui ai dit justement que c'est du bullshit. Et il s'en rendait même plus compte, tellement il était dans son truc habituel. N'hésitez pas à toujours remettre en question. Moi, je me dis toujours un truc, c'est que si j'arrive à lire du Kant, et à faire des équations différentielles, je dois pouvoir comprendre ce que quelqu'un écrit sur le recrutement. C'est pas moi qui comprends pas, c'est lui qui sait pas expliquer. Dites-vous toujours quand vous comprenez pas que c'est l'orateur qui a un problème, plutôt que vous qui comprenez pas. Alors des fois ça vous amènera à des malaises, mais la plupart du temps c'est plutôt le mec qui explique mal plutôt que vous qui comprenez pas. Enfin, la culture du test. Et le truc le plus dur, et là pour le coup,
Je dis un truc que je m'appliquais pas moi-même quand j'étais recruteur. C'est qu'il faut tout tester, tout mesurer. Malheureusement, c'est super chiant parce qu'en fait, il y a pas encore de vrais outils pour mesurer. Alors il y en a de plus en plus qui arrivent, hein, mais à l'époque, c'était vraiment que du Excel. C'est très fastidieux. Mais le fait est que tout ce qui est mesuré s'améliore. Donc si vous prenez conscience que mesurer des choses vous permettra de vous améliorer en permanence, vous avez fait un déclic. Et comment concrètement je m'améliore en tant que recruteur? Alors sans vous donner une formation parce qu'on pourrait rester là pendant 15 heures. Plusieurs intuitions. 1, devenez des chasseurs. Je m'étends pas là-dessus. 2, apprenez à apprendre. Vraiment, plus vous allez apprendre à apprendre, et plus ça va être facile en fait de continuer à apprendre. Gardez-vous des plages de temps dans votre vie où vous apprenez. Moi, si j'apprends pas pendant une semaine, c'est que je suis en train de mourir. Ça n'existe pas. Donc on n'arrête jamais d'apprendre justement. Il y a un Slack qui est sympa. L'adresse est ici, je vous la renverrai au pire, slackrecrutement.pagedemo.co, où il y a plein de recruteurs. On est plein à discuter, venez, on est gentils. Et justement, les gens, ils échangent des bonnes pratiques, leurs galères, leurs problèmes. C'est bien de se sentir pas seul, en fait. Autre piste, devenez débrouillard. Essayez d'arriver à cet état d'esprit où chaque problème a sa solution. Plutôt que l'inverse. En général, les gens que je rencontre, c'est plutôt chaque solution à son problème. Je leur explique une solution et puis ils me donnent plein de problèmes derrière. Oui, mais. En général, quand vous commencez une de vos phrases par oui, mais, ça vous dit une connerie. Je vous donne une petite astuce que j'ai vue dans un livre de développement personnel. Chaque fois que vous commencez une phrase par oui, mais, vous dites une connerie. Parce que c'est soit oui, soit mais. C'est pas oui, mais, ça veut rien dire oui, mais. C'est oui ou c'est mais. Donc, chaque fois que vous vous surprenez, maintenant je me suis très exigeant avec moi-même, je me l'auto-repère chez moi-même. Chaque fois que vous vous surprenez à dire oui, mais, c'est que vous êtes en train juste d'être dans votre zone de confort et pas d'avoir envie d'en sortir. L'autre démarche, je vous l'ai assez dit, douter à chaque fois de tout. C'est quoi un scientifique? C'est pas quelqu'un qui confirme ce qu'il pense, c'est l'inverse. C'est j'ai une théorie et j'essaie de la réfuter en permanence. D'accord? Par exemple, la théorie de la gravité de Newton, elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, elle a été améliorée après par Einstein. Vous voyez, en science, il n'y a pas de vérité, il y a juste des choses corroborées. Donc prenez cette habitude de corroborer les choses. Vous avez un truc que vous demandez, vérifiez-le. Essayez de voir ce qui pourrait faire que vous avez tort. L'autre piste, c'est d'aller consulter des blogs de commerciaux, de regarder ce qui se dit dans le monde commercial, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont recoupables avec ce qu'on fait, parce qu'au final, nous aussi, on vend des choses, parce qu'on vend une entreprise. Ça vous apprendra déjà la sympathie. Ça peut être très sympa de devenir sympa avec les gens, et ça vous permettra aussi de sortir un peu de la naïveté. En général, les gens qui ont jamais fait de commercial ont l'impression qu'il y a des gens intéressés, des gens pas intéressés. Beaucoup de gens me disent j'ai envoyé un mail à quelqu'un, il a pas répondu, il est pas intéressé. Il y a rien de plus faux. Faites l'expérience dans la rue, en fait, les gens ont besoin toujours de conviction. Enfin, allez demain dans la rue, avec un billet de 10 €, essayez de le donner à des gens sans leur parler. Vous allez voir, il y a peu de gens qui vont prendre le billet de 10 €. Même donner un billet de 10 €, faut le vendre à des gens. Donc c'est jamais facile de vendre. Il y a toujours cette démarche de développer la relation, identifier le besoin, etc. Inspirez-vous du marketing aussi, notamment de la discipline, rappelez-vous le copywriting qu'on a vu la dernière fois, la conception rédaction sur comment j'écris des messages et qui donnent envie de me rejoindre. Et pareil, soyez pas naïfs. À chaque fois, moi, je rigole quand j'ai des recruteurs qui me disent oui, mais moi, je suis un tel, je sais pas, Accenture, ce que vous voulez. Donc, j'ai pas besoin en fait de faire des efforts dans ce message d'approche. Je mets juste dans mon objet Accenture et c'est bon, les gens ils viennent. C'est très très naïf. Vous remarquerez que c'est quoi la marque de marketing la plus puissante du monde à votre avis? Coca ou Apple. En général, on hésite entre les deux. Vous remarquerez que même Coca-Cola fait de la pub à la télé. Ils ont encore besoin de convaincre les gens qu'ils existent. Donc il y a toujours cette dimension de conviction. Probablement le point le plus important, et que je vois absent chez la plupart des recruteurs que je rencontre, c'est des fondamentaux de sociologie, de psychologie. Si vous pensez que vous êtes bon en entretien, c'est que vous n'avez jamais ouvert un bouquin de psycho. Il n'y a personne qui est bon naturellement en entretien. Ça n'existe pas. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on a des biais. Typiquement, on aime bien les gens sympas. Donc en fait, il y a des gens qui sont sympas avec nous et du coup on trouve qu'ils sont bons. En fait, ça veut pas dire qu'ils sont bons professionnels. Il y a plein de biais qui font que. D'ailleurs, si on n'avait pas ces biais, on aurait déjà réglé les problèmes de parité, etc. Malheureusement, on est truffé de biais. Et pareil, la plupart des grands concepts psychologiques sont contre-intuitifs. Par exemple, c'est en lisant. Alors il y a un livre qui est fascinant qui s'appelle Le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens.
Je vous invite à aller le regarder et à lire d'ailleurs. Non, je rectifie. Lisez d'abord Influence et manipulation de Robert Cialdini. Parce qu'en fait, le petit traité, c'est juste un des points. Dans le Influence et manipulation, il y a 6 points et l'autre, c'est juste un point qui est développé en long et en large. Vaut mieux commencer par Influence et manipulation. Et dans ça, il explique les 6 grands ressorts de la manipulation. Qu'est-ce qui fait que les gens agissent, notamment la rareté. Quand vous rendez un truc rare, les gens d'un coup ils agissent. Je l'avais essayé moi en envoyant des mails. J'ai envoyé 3 mails pour dire aux gens venez tester 3 académies gratuitement. D'accord, 3 mails aux mêmes gens. Au bout de 3 mails, j'ai eu 500 inscrits. J'ai fait un 4e mail en disant l'offre expire ce soir. J'ai eu 500 inscrits de plus. Alors c'est déprimant sur la nature humaine, mais ça marche comme ça. Et ce genre de choses sont contre-intuitives. Vous invite vraiment en toute urgence, si vous avez jamais pris le temps de vous cultiver sur la sociologie, sur ce qu'est la preuve sociale, ce qu'est le syndrome de la rareté, les biais cognitifs, etc. C'est sûrement le truc numéro 1 à faire pour avoir un recul sur soi-même. Et ça me fait transitionner sur la toute dernière partie, qui est de devenir prof. Quand je dis devenir prof, c'est-à-dire d'enseigner le recrutement aux autres autour de vous, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus efficace que d'enseigner quelque chose à quelqu'un pour l'apprendre. Quelque chose qui est magnifique en plus, c'est qu'en général, alors petite astuce de prof, enfin de prof, quand vous faites un contenu et que les gens vous posent systématiquement des questions sur une chose, c'est que c'est pas clair. Vous dites pas, c'est des gens qui comprennent pas. De toute façon, partez du principe qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais profs. Donc en général, quand une salle vous pose des questions sur un point, c'est que c'est le truc que vous avez le moins maîtrisé vous-même. Ça vous permet de vous affûter. Et comment on devient un bon prof? Alors là encore, c'est mes idées. Y a rien de, contrairement à la théorie de l'éducation tout à l'heure qui était sourcée par plein de livres, là c'est mes propres idées. Donc je vous l'ai dit, enseigner ça à apprendre. Deuxième chose, c'est d'éduquer son entourage autour de soi. Comment j'éduque mon manager, mon client, etc. à ce qu'est le recrutement. Et pour le coup, vous avez une responsabilité qui est énorme. C'est d'arrêter de faire des compromis. Ouais, j'ai pris la décision là en faisant un premier réveil, donc il y a 1 mois et demi, d'arrêter de dire des RH. De dire on fait une formation pour les recruteurs. Et d'ailleurs, ça n'a pas exclu les RH, il y a des gens qui sont RH qui viennent quand même. Donc ça exclut pas les gens RH, c'est juste que en disant la chose clairement, ça permet aussi aux gens, le fait de corriger les gens à chaque fois, ça fait qu'en fait les gens vous posent la question. Ils vous demandent mais pourquoi c'est pas pareil? Et en fait, du coup, vous commencez à éduquer les gens. C'est un peu, on raconte souvent une histoire dans les startups, c'est l'histoire d'Amazon. Chez Amazon, quand vous arrivez, il n'y a pas de bureau, c'est une table, c'est une planche de bois posée sur 2 tréteaux. Et vous dites mais pourquoi? Et là, on vous explique qu'en fait, chez Amazon, chaque centime est important, c'est un distributeur, etc. Et ça vous oblige à avoir une discussion sur la culture de l'entreprise. Ouais, il y a des petites astuces comme ça qui vous obligent à éduquer les gens. Donc j'ai arrêté, parce qu'avant mes amis me disaient toujours que je travaillais dans les RH, maintenant je leur dis non, je travaille dans le recrutement. Ils me disent c'est quoi la différence? Et on en discute. Et si tout le monde fait ça, l'idée se répand. Pareil sur le sourcing, insistez. Quand quelqu'un vous dit qu'il a pas le temps pour le sourcing, dites-lui que du coup il recrute pas. Je suis arrivé à là maintenant. Depuis 2 semaines, j'ai décidé qu'à chaque fois qu'on me dit que je sais pas faire du sourcing, je dis c'est pas recruter du coup. Les gens me disent quoi? Puis on développe le truc. Vous voyez, donc avoir comme ça des petites astuces qui vous obligent à expliquer les choses, ça vous permet aussi de répandre l'éducation entre guillemets autour de vous. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quiconque contrôle le lexique a gagné. D'accord, dans une guerre des idées, dans une guerre idéologique, quiconque contrôle le lexique a gagné. Si jamais je demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous êtes pour ou contre libérer les entreprises du poids des charges sociales qui pèsent sur elles, la plupart des gens me diront oui. Si je dis à l'inverse, est-ce que vous êtes pour ou contre que les patrons contribuent à la solidarité nationale en cotisant? On me dira non. Voilà. Et c'est la même question pourtant. Selon le langage que j'utilise, je peux vraiment influencer les personnes. C'est pareil, quand je parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi plutôt qu'un licenciement collectif, d'un coup c'est plus compliqué d'aller se battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc faites très attention, il y a une vraie guerre des mots pour une raison qui est simple, c'est que si vous n'avez pas des mots pour penser quelque chose, vous ne pouvez pas le penser en fait. J'ai regardé un article là récemment qui expliquait que les Grecs, et d'ailleurs les Japonais en ont aussi, ils distinguaient pas le bleu du vert. Parce qu'ils n'avaient pas le mot pour distinguer. Pour eux, le bleu et le vert, c'est des variations de la même couleur. Comme nous, on voit d'ailleurs le turquoise. Vous avez remarqué, il y a toujours un débat sur le turquoise. Est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est vert? C'est des couleurs qui sont très similaires et du coup, tant qu'on les nomme pas, on les voit pas. Donc le langage a un vrai impact. Et donc, si vous vous laissez imposer le langage par les autres,
vous laissez perdre vous perdez la première bataille. C'est que vous utilisez le lexique de l'autre. Donc à chaque fois que vous acceptez de dire que vous faites de la RH et pas du recrutement, hop, vous acceptez d'utiliser ce lexique-là. Donc vous avez du coup à lutter pour votre propre vocabulaire et à l'imposer. Comment j'aide les autres recruteurs dans le cas où vous devez aider des recruteurs qui sont déjà recruteurs, pas des recruteurs nouveaux qui sont déjà recruteurs. Le plus dur de loin, c'est de les apprendre. Vous remarquerez que la plupart du temps, ils ont une zone de confort qui fait qu'ils vont dire oui mais. Et donc le plus dur, c'est de les apprendre. D'expérience, ce qui marche le mieux, c'est de leur donner du contenu magique. Qu'est-ce qu'on appelle le contenu magique? Nous, c'est un peu le contenu héroïne. Chez nous, c'est comment trouver un email de n'importe qui. Vous montrez ça à quelqu'un, d'un coup, ah oui, d'accord, donc je viens d'apprendre en moins d'un quart d'heure à trouver l'email de n'importe qui, ça va me libérer dans mon métier, ok, je peux t'écouter sur le reste. Deuxième truc, comment juste renverser l'approche dans vos messages pour multiplier par 4 ou 5 vos taux de retour. Pareil, c'est pas hyper long à apprendre à quelqu'un. Vous avez regardé les articles qu'on a écrits là-dessus et les confs là-dessus, mais c'est pas hyper compliqué. En fait, du coup, quand j'arrive dans un public que je connais pas, je commence par leur donner ces deux choses-là. Et troisième chose, quand j'ai le temps, c'est que je leur montre le bouton recherche avancée sur LinkedIn et je leur montre comment ça se passe une vraie recherche sur LinkedIn. Ils me disent, c'est sympa en fait LinkedIn. Je fais, oui, t'as vu. Parce qu'ils ont jamais vu, en fait, ils ont jamais essayé. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs, et ça me déprime à chaque fois, mais en même temps ça fait partie de notre mission. À la fin de la formation, ils me disent, je pensais pas que c'était un métier en fait le recrutement. C'est vrai, il y a trop de trucs à apprendre en fait, j'aurais pas le temps de faire ça. Parce qu'il y a souvent des gens qui font de la RH et plein de choses à la fois, ils me disent mais en fait c'est un métier, j'aurais pas le temps de faire ça. Et bon, c'est assez déprimant de vous dire que les autres se disent pas que vous êtes un métier, mais c'est le cas. Donc il faut un moment que vous montriez que c'est un vrai métier avec une vraie théorie, avec des vraies choses, des vrais enjeux et prouver votre expertise aussi derrière. Comment on aide les nouveaux En général, les nouveaux, c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas encore les blocages, et c'est plus facile de leur faire désapprendre des choses. Et quoique. La façon la plus simple pour intégrer un nouveau, c'est de lui faire comprendre la culture de l'entreprise, comment on recrute chez nous, quel est l'écosystème qui l'entoure. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui font du recrutement et qui viennent par hasard, parce qu'en fait beaucoup de gens viennent par hasard en vous disant ce que j'aime c'est l'humain. Il y a pas pire connerie que de dire je vais faire du recrutement parce que j'aime l'humain. Soyez commerciaux, allez dans l'humanitaire, je sais pas, faites autre chose. C'est qu'en fait, du coup, c'est des gens qui sont pas forcément attirés par le business et qui n'ont pas une grosse idée de comment fonctionne un business. Si vous recrutez des développeurs, c'est quoi un développeur? C'est quoi? Je me rappelle quand les premiers jours que j'ai fait en tant que recruteur développeur, on m'a pris 1h30, on m'a expliqué comment fonctionne le web. C'est quoi une page internet, c'est quoi un DNS, c'est quoi un URL. En fait, le simple fait de comprendre ces choses-là vous aide ensuite à avancer. Il y a un process d'intégration des nouveaux recruteurs dans l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Trou Paris 2017 en quelques tweets, par, je crois, Jean-Marie Caillot chez Hippon, et qui raconte comment il fait en cette étape. Donc, vous invite à aller regarder. Il vous dit vraiment en cette étape, je peux vous relire, il vous dit 1. Écosystème de l'entreprise et son histoire. 2. Présente l'entreprise, son discours, l'argumentation. 3. Je lui présente les managers qui veulent recruter, pour qu'ils puissent avoir au moins un contact une fois. 2. Je lui montre comment on source chez nous, les techniques, la méthodo, les outils. Étape suivante, j'ai perdu le chiffre. Fonctionnement des entretiens, art du questionnement, et dernière phase, et d'ailleurs c'est marrant, c'est la dernière phase, prise en main des outils. Je vous invite à aller regarder l'article et à vous inspirer de ça. Alors, pour conclure, effectivement, on pense vraiment, et j'espère vous avoir convaincu là-dessus, il y a vraiment un besoin d'école du recrutement et que beaucoup de problèmes viennent de là, en fait, la valorisation, le respect, notre propre confiance en nous aussi. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment pas le métier? Parce que les gens n'ont pas confiance en eux et on leur a dit que c'était un métier qui est un métier intermédiaire et qu'après, quand ils évolueront, ils seront des vrais RH. L'autre chose, c'est que si jamais vous voulez vous défendre face à quelqu'un qui vous dit fais comme si, par exemple, fais de la quantité à balle, il va falloir avoir une théorie derrière. Et d'ailleurs, en général, ça passe mieux quand vous avez un article tiers à lui proposer. Il y a beaucoup de gens dont je sais qu'ils se servent de moi comme caution morale. Ils disent regarde, Nicolas il a dit ça. Et en fait, ils disent pareil que moi, hein, mais c'est juste que quand c'est un tiers qui le dit, ça a l'air plus concret. C'est très bête ce phénomène. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé dans le recrutement, c'est un milieu qui est très légitimiste. Quand vous êtes jeune, d'un coup, on vous respecte pas. Et j'avais fait RMS Conf, la première RMS Conf que j'ai faite, je parlais avec quelqu'un, une dame arrive,
Elle commence à parler avec la personne en me boycottant la discussion. Donc je prends mal en passant, j'essaie de me réintroduire dans la discussion. Et à un moment, elle parle d'un problème qu'elle a rencontré. Je lui disais, mais vous savez ça, j'en ai parlé sur mon blog qui s'appelle Les Sourceurs. Parce qu'à l'époque, j'avais un blog qui s'appelait lessourceurs.com. Et elle m'a dit, ah mais c'est toi Les Sourceurs, ah, mais c'est génial. Et j'ai commencé à exister pour elle. Juste parce que j'avais écrit ce que je disais sur un site web. C'est tout bête, hein, parce que je dis pareil dans la vraie vie. Mais le simple fait d'écrire des livres ou d'avoir un truc d'avoir un corpus, ça vous crédibilise. D'ailleurs, souvent les étudiants, quand ils me demandent le mémoire, ils me demandent, ouais, c'est quoi votre bibliographie? Au début, je disais, je sais pas, et maintenant je réponds toujours, c'est moi la bibliographie. Va sur Linkhuman, regarde, c'est nous la bibliographie. Je disais à moitié pour rire, mais à moitié pour de vrai. C'est qu'on a aussi ce rôle de créer ce corpus documentaire. Alors nous et d'autres, hein, mais j'en appelle d'ailleurs à tous les autres. Ça fait 1 an et demi qu'on dit avec Laurent qu'on écrirait un livre et que à chaque fois c'est repoussé au 40 grec. Mais il y a ce vrai besoin d'avoir un truc qui est théorisé pour être respecté. L'autre truc que je voulais partager avec vous pour finir, c'est que c'est à vous de prendre en main le sujet. Parce qu'en fait, au final, cette école, elle passe par nous tous. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'arrête jamais d'apprendre. Il faut que vous réfléchissiez en vous disant que vous deviez tous être des profs et des élèves de recrutement. En permanence. À la fois être prof, à la fois être élève. Jamais arrêter d'apprendre, jamais arrêter d'enseigner autour de vous. C'est ce qu'on dit, hein, le respect, ça se prend. Ça s'obtient pas. Donc à un moment, il faut qu'on prenne le respect. Merci de m'avoir écouté. Question? Ah, j'ai oublié de vous dire, on aimerait lancer l'école parce qu'en fait, il y a malheureusement plein de trucs administratifs. Moi, j'ai un métier très facile. J'ai dit, on va faire une école et Laurent fait les paperasses. Très simple comme métier. Et donc là, on est en train d'essayer de gérer administrativement comment gérer la chose. Apparemment, on ne pourra pas avoir le RNCP, je sais pas quoi. Un truc d'alternance avant janvier 2018 mais en attendant janvier, j'aimerais bien lancer une version bêta de l'école vers mi-août, je sais pas si c'est début août ou fin août, mais un camp intensif de 15 jours où je fais venir 10 volontaires et je les prends pendant 15 jours et on enseigne. Ça me permettra d'avoir un début d'ailleurs de programme pour discuter avec les gens, associer aussi des entreprises avec nous, commencer à discuter avec des profs, voilà, mettre en mouvement la chose. Je t'écoute. Tu parlais de faire une formation en alternance, mais est-ce que des recruteurs qui sont du coup en entreprise pourraient s'inscrire sur certains modules qui les intéressent un peu à la carte? Alors, ils peuvent aussi nous payer et venir prendre des formations chez nous, mais plus sérieusement, j'aimerais que les cours soient en ligne en fait. J'aimerais qu'on va tout filmer et une fois qu'on aura la meilleure version de tous les cours, la mettre en ligne. J'hésite beaucoup avec le modèle de faire venir des gens d'entreprise à réfléchir. J'ai pas d'idée à arrêter là-dedans, mais j'ai des envies de former des cerveaux pas encore formés. Donc je pense qu'on va quand même se concentrer d'abord sur les étudiants, quitte à ouvrir après une branche reconversion, plutôt reconversion que gens en poste, et une branche après vraiment une école théorique sans alternance. D'autres questions ? Bonsoir. Comment vous allez choisir les entreprises qui seront possiblement les entreprises d'alternants? Alors, je me suis rendu compte que c'était un vrai business. Je parlais avec quelqu'un qui avait un truc d'alternance et qui m'expliquait qu'en fait, au sein de l'école, ils avaient carrément des recruteurs qui allaient recruter à la fois les entreprises et à la fois les élèves. Donc en fait, je pense que c'est pas mal comme modèle. Après, on a aussi un réseau de gens qui nous font déjà confiance, qui font que moi j'ai déjà des entreprises qui sont ultra chaudes pour nous prendre tout le monde d'ailleurs. Il y a Manpower qui est chaud pour prendre tout le monde. Mais vous voyez, il y a des gens déjà qui sont motivés pour les prendre. Après, c'est aux étudiants hein, de choisir les boîtes qu'ils veulent. Mais dans tous les cas, ce que j'aimerais, c'est de faire en sorte de pas les envoyer au feu, parce qu'effectivement, la plupart des gens il y a beaucoup d'étudiants que je rencontre qui ont essayé le recrutement et qui sont dégoûtés. Parce qu'en fait, ils sont allés dans des boîtes. Alors, j'ai pas nommé les cabinets, mais il y a des cabinets où vous arrivez, c'est vraiment l'usine. Vous devez être debout pour téléphoner, on chronomètre vos temps où vous allez aux toilettes. Enfin, il y a des trucs où c'est vraiment de quoi vous traumatiser. Donc, j'aimerais bien les préserver en fait de ce genre d'entreprise pour qu'ils aillent dans des vraies entreprises dont je sais qu'elles sont de bonnes écoles déjà actuellement. Un label, on pourrait faire un label. On est que 7, ça va être compliqué, mais. On pourrait faire un label, ouais. Ce sera un peu arbitraire, mais on pourrait faire un label. Les amis de Linkhuman, le label, les amis de Linkhuman.
Quels étudiants? Attends, on va te passer le micro. Merci. Ce que tu le disais, finalement, quand tu animes, on va dire, en master, enfin, une session de master, qu'on demande qui a fait du recrutement, on a 20 mains qui se lèvent sur une promo de 20 et qui va en refaire, on en a 2 qui veulent continuer à en faire. Donc, globalement, c'est ça, c'est qui recruter, quoi. Et où aller les chercher. J'aimerais inspirer ce qu'a fait l'école 42, c'est-à-dire que je me fous du niveau, c'est-à-dire que soit tu sois bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, alors on va prendre des gens en CP. Quoique d'ailleurs, un des grands trucs que je veux faire, c'est d'aller donner des cours en CP pour voir de recrutement, pour voir comment j'arrive à simplifier ou pas jusqu'à l'extrême. J'ai lu un article, j'ai acheté un livre qui s'appelle La philosophie pour les enfants, je crois, et c'est quelqu'un qui raconte pendant 1 an, il a fait de la philosophie avec des enfants de 7 ans. Et il y a un enfant qui dit « Maman, je peux pas croire que j'ai attendu d'avoir 7 ans pour faire la philosophie ». Donc on peut enseigner des choses à des enfants. Pour revenir à ta question de comment les choisir, j'aimerais bien prendre des gens qui... ça se mord la queue parce qu'effectivement beaucoup de gens quand ils imaginent le recrutement, ils imaginent les RH, ils imaginent des trucs, ils sont dégoûtés. Donc c'est dur de faire venir des gens, si tu laisses le flow arriver, je vais fuir comme la peste les gens qui me diront je vais faire ce métier parce que je veux faire de l'humain. Phrase éliminatoire directe d'enjeu. Parce qu'au final j'ai remarqué que beaucoup de gens se retrouvent dans le recrutement et d'ailleurs je dis d'autant plus sereinement que c'est mon cas, par hasard. Ils savaient pas quoi faire. En fait, vous finissez par faire une prépa généraliste, une école généraliste, un truc généraliste, voilà, et ça vous amène au truc le plus généraliste possible. Et l'idée, c'est de trouver des gens qui vraiment ont cette envie-là et qui n'ont pas encore été formatés. Qui n'ont pas été formatés, qui n'ont pas un cadre administratif, qui ont l'envie d'y aller. Il y aura un tri très simple à l'entrée qu'on pourra faire que les premières années, qui est que, vu qu'il n'y a pas de diplôme, seuls les gens motivés viendront. Il faut être motivé pour venir à un truc qui n'a pas de diplôme. Alors que c'est qu'à 42, vous n'avez pas de diplôme. Donc il y a cette idée qu'on va essayer de trier comme ça, puis après à l'entrée, par entretien, ce sera du recrutement en fait. Quelqu'un d'autre? Doha. Le micro, tu dois le donner à des gens. Alors, si j'ai bien compris, tu me corrigeras si c'est pas ça. Tout à l'heure, tu as dit communication non verbale fait pas tout. C'est ça. Mais est-ce que tout de même, il y a une idée de passer le sujet en revue à l'école, parce que je pense à tout ce qui est psychologie, sociologie et empathie. Bien sûr. C'est très lié. La preuve, c'est que voilà, un prof qui détecte pas par quoi est intéressé son élève, il saura pas lui donner l'information nécessaire. Et deuxièmement, on a des différents rendez-vous, n'importe quoi, entretiens. On a le même recruteur qui va avoir 2 entretiens différents selon le candidat qu'il a en face et vice versa. Et alors qu'on a le même discours, on a tous préparé, que ce soit d'un côté ou d'un l'autre, les questions, les réponses. On dit la même chose pendant les 2 rendez-vous. Encore une fois, entretien. Mais voilà, il se passe différemment. Je te rassure, l'idée c'est pas de dire que le non-verbal n'existe pas. Ce que je réfute, c'est que le non-verbal représente 93% de la communication, ce qui est totalement stupide. Par contre, en école, je donne déjà des cours sur la détection de mensonges, par exemple. Je donne des cours sur le mensonge, je donne des cours sur plein d'autres choses comme ça. Et au final, c'est hyper utile pour les étudiants. Déjà, ça leur permet de faire un cours de mensonges, de détection de mensonges à des étudiants. Ça leur permet de rendre compte d'une réalité qu'on n'ose pas se dire, ça va être trop mal personnellement de se le dire, c'est qu'on sait pas détecter les mensonges. Et en fait, je leur fais une expérience que j'ai vue d'ailleurs dans Lie to Me. Enfin, vous avez connu cette série. C'est je prends un élève, vient sur l'estrade, je lui mets sur un iPad 10 images, donc il y a des images totalement dégueulasses, mais des bras arrachés, trucs comme ça, et des images neutres. Et en fait, elle découvre l'image. Et en fonction de la réaction et du cours qu'on a eu avant, parce que j'ai fait un cours sur le micro-expression, sur comment repérer le dégoût et tout ça, essayer de voir si ils arrivent à détecter le mensonge. Et en général,
90% des gens font entre 4 sur 10 et 6 sur 10, qui est exactement le taux du hasard. Pour lancer une pièce, la pièce fait autant que vous. Donc vous avez que même pas 5% des gens qui font 8 sur 10, 9 sur 10 à ce genre de test. Et en plus, la sociologie a déjà analysé qui sont ces gens. En général, c'est des gens qui ont eu des enfances difficiles et qui ont eu des parents souvent violents et qui du coup devaient analyser les émotions du parent pour pouvoir se comporter en tant que tel. Bref, la plupart des gens sont très mauvais en détection de mensonges et on n'échoue pas là où vous pensez. La plupart des gens pensent qu'ils sont mauvais parce qu'ils gobent les mensonges des autres. En fait, c'est l'inverse. On est mauvais parce qu'on fait ce qu'on appelle l'erreur d'Othello. C'est quoi l'erreur d'Othello? C'est de prendre la vérité pour un mensonge. Quand vous mettez en mode parano, tout a l'air d'être un mensonge. Donc oui, je te rassure, on enseignera le non-verbal et on enseignera... J'ai pas fait la liste des matières, je me dis que ce serait peut-être chiant de faire ça, mais j'ai fait un article qui s'appelait « Le master en recrutement dont je rêverais ». C'était avant même qu'on dise qu'on allait faire une école. Et je lis justement les matières auxquelles j'ai pensé. Je vous invite à les regarder et à aller en débattre. Autre question? Une formation au recrutement, je pense que ça va intéresser beaucoup d'entreprises, d'avoir des recruteurs justement pas très chers. Mais à contrario, comment aujourd'hui attirer des bons candidats sur un métier qui n'est pas forcément valorisé, notamment on l'a vu tout à l'heure sur le tableau de rémunération. Bienvenue dans la quadrature la mission impossible de l'Inhumans. C'est quoi notre quadrature du cercle? C'est que tu as un grand cercle vertueux. C'est effectivement, pour que les gens viennent se former, il faut que le métier soit valorisé. Pour qu'il soit valorisé, il faut que les gens aiment se former, etc. Bref, il y a un grand cercle. Et nous, on pense, tu verras, on a fait notre manifeste, qui s'appelle d'ailleurs le recrutement mérite son école. C'est la première fois qu'on avait donné cette phrase. Dans le manifeste, on dit justement que tu as un grand cercle vertueux, donc éducation, plaisir, performance, et qu'en fait l'éducation c'est l'étincelle de ce cercle-là. D'accord? C'est que si tu arrives à éduquer les gens, au bout d'un moment, tu as des effets dominos qui font que le truc est valorisé et que ça augmente, mais t'as le même problème que Uber. C'est quoi le problème d'Uber? Uber, t'arrives, pour avoir des chauffeurs, il faut une demande, pour avoir une demande, il faut des chauffeurs. Donc comment tu fais? Et on pense que on va l'aborder par l'éducation. Notre conviction, on verra si on a tort, hein. Ça se trouve dans 6 mois, je vous dirais c'était une mauvaise idée, c'était nul, on retourne à juste 3 académies, mais on pense que commencer par l'éducation, c'est la première phase, et plus tu auras éduqué des gens, et plus dans les postes de direction, tu auras des gens qui connaissent le métier, et plus après le truc sera valorisé, plus les salaires vont augmenter, tu vois, tout ça redescend. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de 10 ans, hein, je te le cache pas. Mais ouais, tu vois, ne serait-ce que le sourcing, quand on a commencé, on fait un métier très déprimant parce qu'au final, tout avance très lentement. Moi, ça fait 5 ans que les gens me disent ouais, faudrait aller sur LinkedIn. Il y a quand même encore 30% des gens qui sont pas sur... Bref, c'est très très déprimant. Mais il y a un truc dont j'ai l'impression qui évolue, c'est le sourcing, la réalisation que c'est important. C'est un truc que Laurent portait depuis 2011, qui voilà, cet enjeu de le sourcing est important, et à force de le porter. Alors on a peut-être pas dû choisir un mot anglais. Je vois que ça pose plein de problèmes d'avoir choisi un mot anglais, mais ce mot du coup s'est imposé. On a choisi le lexique et maintenant les gens savent ce qu'est le sourcing, ils vous en parlent. J'ai de plus en plus de grands dirigeants qui me disent voilà, notre problème numéro 1 maintenant c'est le sourcing, on va essayer de s'en occuper. Donc pas de réponse évidente à ta question, c'est juste il faut se démerder et tu pousses la voiture jusqu'à ce qu'elle démarre, quoi. Alors il dit le sourcing c'était la recherche. Effectivement, de toute façon le sourcing c'est la chasse. J'ai jamais compris moi cette différenciation entre source. Alors je les comprends, il y a une différence marketing, c'est-à-dire que quand on dit un sourceur, on imagine un stagiaire qui galère dans une cave. Quand on dit un chasseur, on imagine quelqu'un avec un costard et qui va chasser des PDG. C'est ça qu'on veut dire en fait. Et donc d'ailleurs souvent dans les cabinets, vous avez une différence entre moins de 30K, c'est telle structure, entre 30 et 50, c'est voilà, ce qui a pas de sens forcément, mais qui en termes de marketing peut avoir une valeur. Donc effectivement, le sourcing a toujours existé. Encore une fois, hein, Jules César sourçait déjà. Vas-y, attends micro. Moi, je l'ai vu arriver en cabinet en fait. Ouais. Moi, ça fait 16 ans que je suis en cabinet. J'ai commencé comme chargé de recherche. T'as connu le Telex ou pas? Non, le Minitel. Minitel. Je le ressors régulièrement. Je sais qu'à Trou de Paris, on était 2 à avoir connu le Minitel. Ouais. Bon, non mais c'est vrai. On en avait parlé à l'époque. Non mais blague à part, moi j'ai vu apparaître quand j'étais pas spécialement 2.0 ou autre, je faisais de la chasse. Point. J'avais une problématique et peu importe comment je sourçais. Et j'ai vu arriver le sourcing parce que aussi c'était plus chic et quelque part c'est le sourcing 2.0. Oui. C'était finalement très connoté aussi à l'époque sur le 2.0 et sur nous on fait du web sourcing. Oui, web sourcing, web tracking, web machin, je ne veux plus. Non mais c'était. Mais c'est vrai que
je trouve que la genèse de tout ça, ça reste la recherche et le métier, de chasseur finalement versus pêcheur, c'est ça, c'est de la recherche documentaire, parce qu'au départ, on commence par la recherche documentaire. Tu disais tout à l'heure sur former les juniors, c'est finalement déjà les faire s'acculturer à l'environnement qu'ils vont avoir à appréhender. Toute mission de chasse, elle passe par là d'abord. C'est quoi finalement le sujet que j'ai appréhendé? Les mots-clés, ça vient à la fin, finalement. Moi, j'envie les Québécois. Ils ont tellement une relation ambiguë avec l'anglais. À la fois, ils aiment pas les anglicismes, mais à la fois, ils en font plein, mais en français, comme bienvenue pour dire you're welcome, bref. Mais du coup, ils ont mis recherchiste comme titre. En fait, c'est vrai, recherchiste, ça dit peut-être plus ce que c'est. Et quand on parle à quelqu'un qui connaît pas, vous dites recherchiste, il envisage plus ce que c'est. Mais effectivement, t'as fait raison. L'enjeu, c'est un enjeu de recherche qui a toujours existé. Il y a toujours eu des chasseurs, il y a toujours eu des pêcheurs. C'est juste que les moyens ont changé. Mais vous soyez pas dupes du repackaging régulier des mots. Par exemple, il y avait les SS2I, maintenant il y a les ESN. C'est le même truc, mais repackagé. Donc soyez pas dupes de ce genre de choses. Effectivement, si tu veux, le vrai point commun, je pense qu'il y a 2 points communs aux gens qui deviennent bons dans ce métier. C'est un, ils aiment bien la recherche, du coup. En tant que sourceur, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, l'envie d'aller faire des enquêtes, etc. Et 2, ils aiment bien engager des gens, motiver des gens à les faire venir, ce qui est les vrais 2 piliers de la matière. Votre tour? Questions? Suggestions? Ce qu'on pourrait faire? Des cours auxquels on n'a pas pensé? Question à laquelle il y a peut-être déjà eu une réponse ailleurs, etc. Mais moi, j'arrive ici, je débarque, je connais rien, personne. Il y a des locaux déjà qui sont prévus? Des quoi? Locaux. Ah, alors, demain soir, on va visiter des locaux dans le 19e et je t'en dirai plus. Ça fait 200 mètres carrés, c'est à Crimée. Ouais. Et en plus, c'est un appartement au-dessus, donc Laurent pourra habiter au-dessus de l'école. Et tel Dumbledore au-dessus du château de Poudlard. Et donc ouais, on est en train de visiter des locaux et ça te permettra aussi d'avoir un lieu central où les gens puissent venir. Souvent les gens le problème de l'Incuman, c'est aussi qu'on a des locaux actuellement à côté, mais on n'y va jamais. Et il y a plein de gens qui sont déjà venus nous voir, on n'était pas là. Donc moi la dernière fois que j'y suis allé, c'était aujourd'hui, mais avant c'était mercredi d'avant. Donc effectivement, il y aura un vrai enjeu d'avoir des vrais locaux qui seront un point de passage. J'aimerais bien aussi en faire du coup un endroit où on pourra faire nos conférences et un endroit aussi où les gens j'aimerais bien faire dans l'air faire un coworking en bas, en fait, où je sais pas s'il y a un bas, j'ai pas encore vu les locaux, mais un coworking où les recruteurs indépendants pourront venir travailler là, en fait. Et ce qu'un des grands enjeux que t'as quand t'es indépendant, c'est que t'es tout seul. Moi, je me rappelle la solitude que j'avais quand j'étais recruteur. Alors j'ai pris un abonnement Régus qui me permet d'avoir un truc avec des gens, mais de faire un coworking où les gens sont tous recruteurs et viennent travailler là, et viennent discuter et viennent s'organiser, un peu comme ce qui a été fait avec le Slack que je vous ai montré, mais en physique. Autre question? Alors, si pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. C'est gentil. Je vous ai mis sur le canapé, alors il y a plein de goodies, il y a des stickers à la recruteur, il y a des décapsuleurs, il y a des livres que j'aime bien que je vous ai mis, notamment le petit cours d'autodéfense intellectuelle qui permet de passer ça arnaqué par les gens. Je vous ai mis le poème que Laurent a écrit. Je sais pas pourquoi Laurent s'est mis à écrire des poèmes. Donc on vous a imprimé le poème de Laurent. C'est le dernier réveil du recrutement avant la rentrée. Donc le prochain sera sûrement septembre ou octobre. J'hésite sur le thème, mais je pense que je vais faire un truc typiquement les 10 livres qui m'ont le plus marqué pour m'améliorer en tant que recruteur. Donc je ferai un sondage, je regarde ça plaît aux gens, mais ça sera sûrement ça. Et on a à boire et à manger. Venez nous parler.